Voilà, monsieur, bonsoir. Merci à nouveau d'être nombreux à regarder ce programme. Carte sur table, c'est le débat politique sur STV. C'est mardi, 21h, désormais, vous le savez. Ce soir, 4 panélistes, comme il est de coutume, un seul thème, liberté publique. Y a-t-il péril en la demeure? Vous savez, le contexte s'y prête certainement, mais bien au-delà du contexte. On va interroger les différentes formes de liberté qui sont évidemment en application dans notre pays, pour voir si à travers le temps, depuis peut-être la libération, ou alors l'ouverture, sur les différentes libertés dans les années 90, le Cameroun a évolué ou fait du statu quo qui s'est peut-être à regresser. On va donc essayer de les définir, les analyser et puis évidemment les comparer. Les 4 panélistes, vous les connaissez déjà, c'est des personnalités habituées au débat public dans l'audiovisuel. D'abord René Bakota, il est du BURS. Bonsoir René. Bonsoir M. Dipita, merci de me convier une fois de plus. Vous êtes parti de Yaoundé. Merci à nouveau d'être avec nous. Exactement, c'est moi qui vous remercie. Maître Georges Teguen, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir mes panélistes, bonsoir à vos fidèles téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager ces quelques minutes d'échange sur nos libertés. Avocat au barreau du Cameroun, non moins militant du RDPC, voilà les 2 politiques que nous avons ce soir. En face des universitaires, le docteur Ambroise Luison et Somba, enseignant de droit public. Bonsoir prof. Bonsoir Dipita, bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Je salue respectueusement le panel. J'espère que la question au cœur de cette émission va permettre que nous y apportions des réponses et des éclairages nécessaires à l'endroit des téléspectateurs qui nous regardent. C'est tout le mal qu'on se souhaite, qu'on pourrait se souhaiter. Bonsoir à vous, le professeur Yvette Balana, enseignante, critique littéraire, anthropologue, écrivaine. Bref, l'expertise est reconnue et évidemment très appréciée. Merci à nouveau d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie de m'inviter une fois de plus et je dis bonsoir à tous mes co-panélistes. Au téléphone, depuis Yaoundé, on aura tout à l'heure Joseph Leyangoula. Il est expert sur les questions sécuritaires et analyste des politiques, et non moins militant du mouvement NAN, qui évidemment, vous le savez, accompagné la candidature de Maître Akeremouna lors des dernières élections présidentielles. On va donc, avec la permission d'Eringado, prendre la transition et rentrer dans le débat pour 120 minutes. Vous le savez, on a pris quelques minutes de retard, on en fera donc 110 minutes. À 23h, on sera parti. Eringado, transition. Alors, si vous le voulez bien, avec votre permission, on va peut-être essayer de s'accorder d'abord, peut-être les identifier, les différentes formes de liberté auxquelles nous nous sommes soumis, les définir et qui sait peut-être rentrer dans le débat pour s'accorder et voir si le Cameroun a fait des efforts. René Bakota, pour vous, en termes de liberté, qu'est-ce qu'on met dans le contenu? Écoutez, il y a certainement plusieurs choses qu'on peut mettre dans les libertés. C'est d'ailleurs toute une kyrielle. Il serait difficile de les réciter tout ici. Il faut dire que le concept de liberté publique a quelque chose de sous-jacent qui est important à relever, c'est que on appelle liberté publique le fait que cela soit codifié, parce que c'est cet ensemble, si vous voulez, de droits de l'homme, de droits fondamentaux, mais qui sont codifiés, c'est-à-dire reconnus par la loi ou la réglementation, qui permet effectivement d'organiser ces libertés. On peut les citer souvent 4 aspects. Sur le plan politique, effectivement, il y a la liberté d'expression, la liberté de penser, d'opinion, la liberté de voter, et tout ce que vous voulez, la liberté de se réunir. Sur le plan social, vous avez des libertés, si vous voulez, des droits à l'éducation, le droit à la santé, le droit au logement, le droit au travail. Sur le plan économique, vous avez le droit d'entreprendre, c'est-à-dire de développer des affaires. Vous avez le droit de circuler, d'aller et de venir. Et sur le plan culturel, je verrais, si vous voulez, le droit à la tribalité, qui est différent du tribalisme. Il faut que je précise ça rapidement. Absolument. Pour que cela ne crée pas de confusion. Donc voilà ce que je pourrais dire. Évidemment, les autres panélistes, c'est du moins la conception que je me fais de la question des libertés. Il est vrai que on entrera certainement dans le vif du sujet.
parmi ces catégories de liberté, il y en a qui divisent aujourd'hui dans le cas du Cameroun, notamment depuis 90 où effectivement il y a eu comme une libéralisation de l'activité socio-politique et qui fait qu'à un moment donné, nous ne puissions pas nous attendre sur un certain nombre de choses. Docteur Meshomba. Oui, quand on parle de liberté publique, cela veut dire déjà ce sont des libertés qui sont aménagées et reconnues par le législateur. Ça fait donc de sorte qu'il faut distinguer donc les libertés publiques des droits de l'homme. Parce que là, ça permettra aux téléspectateurs de comprendre la nuance. Les droits de l'homme sont des droits qui sont attachés à la personne humaine. C'est-à-dire du seul fait que vous soyez homme, vous avez déjà des droits. Du droit à la vie, par exemple. Et maintenant, les libertés publiques sont celles donc qui sont reconnues, aménagées par le législateur. Donc là, la différence, ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que les libertés publiques ont un caractère social parce que c'est attaché à une société, c'est attaché à un État. C'est la raison pour laquelle on a toujours évoqué l'idée de ce que le citoyen est rattaché par un État, par le lien de nationalité. Donc, la différence maintenant que nous pouvons évoquer, c'est que les différentes libertés publiques que l'on retrouve aujourd'hui, on peut les classifier en deux, c'est-à-dire les libertés individuelles et les libertés collectives. Et on peut également faire une autre classification qui tient sur des catégories, c'est-à-dire les libertés de première génération, de deuxième génération, de troisième ou de quatrième génération qui tiennent aujourd'hui par exemple sur un environnement sain, avec aussi la montée des questions de numérique, de numérisation. Donc, ce qu'on peut dire, tout simplement, en gros, c'est quoi? C'est que les libertés publiques sont rattachées à un État, sont rattachées à une société donnée qui structure la réglementation en vigueur. Je prends un exemple. Au Cameroun, par exemple, nous avons le système matrimonial qui est polygamique et monogamique. Or, en France, le système est purement et essentiellement monogamique. Vous voyez donc que les libertés publiques sont celles qui sont attachées à un État et l'État accepte de les réguler selon le mode de son fonctionnement. Maître Teguel. J'ai écouté avec une voix particulière parler de les différents intervenants tout à l'heure. Mais moi, je vais prendre un peu peut-être la formule que j'ai apprise de Montesquieu. Montesquieu disait « La liberté, c'est tout simplement ce que les lois permettent ». Je préfère cette définition parce que il faut peut-être repréciser le cadre des libertés, parce que les libertés, ce n'est pas l'anarchie. On n'est pas dans Germinal de Souvarine qui disait tout détruire. Les libertés, c'est l'organisation de la société, c'est l'encadrement des libertés. L'encadrement se fait dans un dispositif ou un arsenal juridique. C'est cela la liberté. La liberté s'exerce dans un cadre légal. Quelle que soit la liberté, qu'elle soit sociale, qu'elle soit politique, qu'elle soit culturelle, il faut un cadre d'encadrement, enfin, il faut un cadre légal pour permettre à la liberté de se déployer. Sinon, on n'est plus dans la liberté, on est complètement dans l'anarchie. Prof, Yvette Balanon. Oui, le mot liberté, lorsqu'il est employé au singulier, est trompeur. Parce qu'il veut dire qu'on agit sans entrave, on agit sans contrainte sociale. Il est trompeur et comme le dit l'adage populaire, les adages sont plus complets que les grands livres de droit et de sciences que vous voulez. Les libertés des uns s'arrêtent là où commence celle des autres. Ça veut dire que lorsqu'on passe au pluriel, l'idée de contrainte se renforce parce que c'est une société, une communauté qui décide de s'organiser sur la base d'une notion sur laquelle nous allons revenir, l'ordre public. On s'organise donc. Et cela peut même être contraire à la pseudo-liberté de l'individu qui pense qu'il peut aller et venir, mais il ne peut pas aller et venir n'importe comment dès qu'il est membre d'une société. Ce que je n'ai pas ajouté grand-chose quand je le dis, mais je pense qu'il y a une autre distinction qu'on peut faire dans les libertés entre ce qu'on pourrait appeler les petites libertés, je crois que celles que mon collègue appelait les libertés individuelles, et les libertés politiques. Et ce qui peut être dramatique pour des sociétés comme les nôtres, qui sortent du joug colonial, c'est de se focaliser sur les libertés politiques. Les grandes libertés, ce sont lesquelles? Liberté d'opinion, liberté d'association, de manifestation, liberté de se syndiquer, liberté de la presse. Et de l'autre côté, dans ce que j'appelle les petites libertés, qu'on peut dire privées, puisque public s'oppose à privé.
d'emblée. Ce sont donc les libertés, la liberté d'aller et venir. Je suis libre d'aller et venir chez moi, de sortir de chez moi pour venir à cette émission comme je veux. Bon, est-ce que le fait que je sois libre, par exemple, d'organiser la fête de mon rejeton chez moi, est-ce que cela ne est moins important lorsque j'entrave la tranquillité de mon voisin? Est-ce que c'est moins important que la liberté syndicale? C'est-à-dire, pour moi qui suis syndicaliste, je peux me syndiquer, je peux appeler à la grève. Donc je suis libre, j'ai la liberté politique. Mais lorsque je rentre chez moi et que mon voisin organise l'anniversaire de son rejeton pendant 3 jours, sans avertir l'entourage, est-ce qu'on est encore dans un régime de liberté? Donc pour cette première prise de parole, ce sur quoi j'aimerais insister, c'est que si le mot liberté au singulier donne l'illusion d'une absence de contrainte, il n'y a pas de liberté sans contrainte. Et lorsqu'on passe donc aux libertés publiques, l'important c'est de voir si la liberté des uns n'est pas entravée par les libertés des autres. Justement, c'est par ce mot que je vais relancer, Georges. Si on est plus ou moins d'accord, de façon générale, que c'est l'ensemble des droits, certainement qui sont garantis aux individus, ensemble des droits et des libertés, qui sont garantis, et lorsqu'elles sont publiques, c'est l'État. Donc il est clair que, je reprends la chute du professeur Balana, que la liberté a son sous-entendu qui est la restriction. Évidemment, vous voyez, si la liberté se fait sans encadrement, on n'est plus dans la liberté, on est dans l'anarchie. Donc la liberté est organisée à travers, si vous voulez, un arsenal qui réglemente un type de liberté. C'est le cas, par exemple, des libertés de manifestation au Cameroun qui sont encadrées par une loi de 90. L'encadrement voudrait que lorsque l'on veut manifester, on dépose au préalable une déclaration, on reçoit un récépissé. Et en cas de péril à l'ordre public, quand l'autorité administrative a dit qu'il y a péril à l'ordre public, il interdit, vous avez le droit de recourir à l'organe institué pour réguler ou bien pour contrôler l'activité. Parce qu'au Cameroun, il y a un organe institué pour contrôler l'exercice des libertés, c'est bien le juge judiciaire. Et ça a été consacré par toutes les lois sur les libertés qui disent qu'en cas de refus, lorsque l'autorité publique invoque les questions d'ordre public, la décision est susceptible de recours devant le juge judiciaire. C'est-à-dire qu'on est bien dans le cadre d'une voie de fait administrative. Parce que pour que le juge judiciaire soit compétent pour apprécier un acte administratif, il faut qu'on considère qu'il y a une voie de fait manifeste. C'est-à-dire que le législateur camerounais a bien respecté le principe du contrôle des libertés par le juge judiciaire et non par le juge administratif qui est souvent perçu certainement à tort comme le juge de l'administration. Moi je pense qu'au Cameroun il y a eu des efforts considérables qui ont été faits. Simplement il faut maintenant peut-être faire également un effort de formation à la connaissance des libertés, parce que la difficulté c'est la discordance ou alors l'éloignement entre le législateur qui réglemente la société et les citoyens qui sont les destinataires des actes. Parce que les citoyens, j'entends parfois même dans les débats, malheureusement, certains disent que non, je peux même dire que non, vous ne pouvez pas le dire. Il y a un texte qui dit dans quel cadre vous devez le faire. Lorsque vous excédez ce cadre, on n'est plus dans le cadre des libertés, on est déjà au-delà et au-delà, on s'expose à des sanctions. Alors, René Bakota, à partir de là, et là j'interprète peut-être votre observation en général, on peut s'interroger pourquoi autant de contestations autour des libertés en général, peut-être politique, mais je veux dire que dans un moindre impact dans d'autres domaines de la société aussi. On a le sentiment qu'on est dans un environnement où la liberté est peut-être connue de tous les acteurs et certains sont peut-être les anges du ciel en face de d'autres, souvent l'administration, qui sont ceux-là qui sont les empêcheurs de tourner, de fonctionner normalement. Oui, je crois qu'il y a 2 ou 3 problèmes important qu'il faut soulever ici pour comprendre justement ce problème. Nous avons convenu de ce que lorsqu'on parle de liberté, on fait référence à la réglementation, à la loi, absolument, à la législation. Alors, ça veut dire que cette réglementation en elle-même pose un problème de légitimité. En ce sens que les lois, très souvent, qui sont, si vous voulez, adoptées, ne rencontrent pas une dimension inclusive importante de la part de l'ensemble des citoyens. Souvenez-vous, Ducam disait généralement que c'est autrefois
de la société que doit aller se puiser la légitimité d'une loi. Alors, si on prend des lois, vous avez constaté très souvent, les lois sont contestées régulièrement lorsqu'elles sont adoptées à l'Assemblée nationale. On voit des députés de l'opposition, quelquefois, qui sortent même pendant qu'on adopte ces lois, parce qu'à un moment donné, ils manifestent leur mécontentement par rapport à la conception qu'ils ont de la loi qu'on voudrait prendre pour conduire effectivement un secteur ou un aspect donné des libertés publiques. Et s'il y a déjà un problème au niveau de la loi, en termes de légitimité, évidemment que ça va poser un problème au niveau même de son application. Et à ce niveau de l'application, même quand cette loi-là existe encore, Maître rappelait un certain nombre très brillamment, mais il y a la question de l'interprétation de la loi, parce que très souvent, le législateur s'est comporté en donnant la latitude à la personne qui interprète la loi, notamment les chefs de terre, un certain nombre de personnes qui sont censées, pour parler des libertés de manifester, d'interpréter à leur façon. Parce que quand on vous dit, voilà, il peut y avoir des problèmes de sécurité, et pour ces raisons-là, l'autorité administrative peut décider de ne pas vous donner. Mais il n'est que le seul à avoir accès à cette information, malgré le fait que vous pouvez être dans la perspective de donner toutes les garanties de ce que, effectivement, l'activité que vous organisez ne poserait aucun problème. Le plus, par exemple, c'est curieusement vu refuser une autorisation de manifestation publique dans un village qu'on appelle Andiki au groupement. C'est au fin fond de la forêt. Mais vous ne pouvez pas expliquer ce genre de situation. Donc, le troisième... Y a-t-il pas possibilité de trouble à l'ordre public là-bas? Ah, peut-être que vous me donnez finalement l'explication. Ah non, non, on n'en a pas eu. Je réfléchis à haute voix. Et la troisième chose que je pourrais évoquer, il y a cette absence de culture de la citoyenneté. Absolument. Parce que, effectivement, lorsqu'une loi existe, il faudrait créer et développer les mécanismes de vulgarisation de cette loi. Et nous sommes dans une société où nous n'en faisons pas encore nôtre cet adage qui dit nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire nous sommes dans des situations où les gens ne sont pas suffisamment, ne s'informent pas suffisamment sur ce que la loi dit, parce que nous avons vu des manifestations où c'est hors délai qu'on dépose, si vous voulez, les autorisations ou les déclarations pour pouvoir le faire. Donc, il y a surtout ces deux éléments, la question de la légitimité, parce qu'on dit toujours le Cameroun a des bonnes lois, mais il y a un problème dans leur application. Et justement, toujours dans l'observation globale des ressentis, je voudrais d'ailleurs rebondir avec vous, Ambroise Luson, sur cette problématique de la légitimité, d'autant plus que, notamment, les lois qui sont prises sont en général prises par des élus. Et je veux dire que je m'inquiète un peu de ce volet légitimité que brandit mon cher ami René face à l'adoption de ces lois, notamment qui concernent celle du débat de ce soir, les libertés publiques. Oui, M. Dipita, lorsque une loi est adoptée, votée par le Parlement et promulguée par le président de la République, on estime qu'elle devient inattaquable, parce qu'elle traduit l'expression de la volonté générale. Et la seule limite, c'est qu'on dise, à condition que cette loi soit conforme à la Constitution, d'où le contrôle de constitutionnalité des lois. Moi, j'ai voulu revenir sur une question qui a été développée par Maître, et pour justement apporter des éclairages en relation avec la question que vous posez, je voulais indiquer ceci. Au Cameroun, nous avons deux types de régimes. Le régime répressif et le régime préventif. Quand on parle de régime répressif, ça veut tout simplement dire que le principe, c'est que la liberté, c'est la règle générale, et la restriction de police, l'exception. Ça veut dire dans un régime répressif, tu manifestes, tu exerces ta liberté, et si, maintenant en l'exerçant, il y a, par exemple, vous portez atteinte à l'ordre public ou vous diffamez une des autorités ou une des personnalités, je prends un exemple dans le cas de la presse, vous écrivez votre papier, journal, et à l'intérieur de ce papier, vous diffamez une autorité administrative ou n'importe qui se sent justement touché dans sa dignité. Qu'est-ce qui va se passer? La liberté, ce serait manifester librement, vous avez écrit, mais vous viendrez répondre de vos actes au regard justement de la diffamation que vous avez causée à l'autorité. Donc, le régime répressif est donc le régime, en gros, qui semble le plus favorable à l'exercice des libertés. Mais ce qui est plus gênant là-bas, c'est simplement que le champ d'application reste au niveau des libertés individuelles. Maintenant, quand nous prenons le régime préventif, c'est-à-dire que là maintenant, toute liberté est subordonnée à l'autorité préalable
à l'autorisation préalable de l'autorité administrative. Et c'est en cela qu'on retrouve dans, si vous en avez gré, les libertés d'association, les libertés de réunion et les libertés de manifestation publique. Et si vous regardez bien dans la trilogie, on va peut-être revenir de l'ordre public classique, nous avons la sécurité, la tranquillité, la salubrité, mais on ne ressent pas dans le cas. Par exemple, nous sommes à l'université, le professeur et moi, nous avons des nuisances sonores qui viennent de partout. Vous voyez, on ne voit pas une action efficace et prégnante des autorités administratives. On a des poubelles qui jonchent les rues, qui dégagent des odeurs nauséabondes, mais on ne sent pas l'apport des autorités administratives. Mais il suffit qu'il y ait une demande de manifestation publique qu'on retrouve à ce moment-là la sévérité et surtout la pugnacité des autorités administratives. Donc, ça veut donc dire quoi? Que dans le contexte camerounais, on remarque très bien on observe très bien que les libertés de manifestation publique et celles de réunion publique sont celles qui sont les plus froidement réprimées par les autorités administratives. Et c'est ce qui peut donc justifier que M. Bakota revient sur la légitimité de la loi. Non. Une fois qu'une loi a fait l'objet d'une promulgation et qu'elle entre en vigueur... Peut-être en légitimité, il mettait en avant le volet contestatoire, si le mot peut m'être passé, non, du mot du choix des représentants. Dans toutes les assemblées politiques délibérantes, il y a toujours des actes... Non, je voudrais terminer. Je voulais dire ceci. Au niveau de toutes les assemblées politiques délibérantes, il y a toujours des conflits en matière d'élaboration, en matière de votation, en matière de publication de la loi. Ça se pose toujours avec acuité. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est simplement que, comme je l'ai indiqué, la loi, une fois qu'elle sort du Parlement, même si elle a été adoptée, le simple fait qu'elle puisse être adoptée par une majorité relative peut déjà constituer le fait de ce que, à partir de là, elle s'impose au respect des uns et des autres, d'où ce caractère qu'on peut relever, le caractère général de la loi, impersonnel, obligatoire, et le caractère coercitif. Là, je vais interroger, par exemple, je vais davantage m'appuyer sur vos compétences d'anthropologue pour observer un peu l'évolution des libertés depuis peut-être le retour au multipartisme dans les années 90, dans un environnement où la contestation était à son comble et qui a quand même pu aboutir qui a quand même permis d'obtenir un certain nombre d'avancées. Les élections pluralistes de 92, la constitution revue en 96 et un certain nombre d'avancées qu'on a pu observer jusqu'aussi. Même si évidemment l'unanimité n'est pas de ce monde, il y a toujours cette contestation-là. Peut-on peut refaire cette histoire pour voir d'où est parti le Cameroun? Où en est-on aujourd'hui? Essayer de comprendre véritablement si les contestations d'aujourd'hui peuvent puiser leur raison dans le passé relativement récent de notre histoire des libertés. Ok, merci. Comme vous avez, je ne sais pas si c'est l'anthropologue qui peut véritablement répondre à cette question d'histoire, mais je vais m'y essayer. Moi, je vais commencer par une image. Vous savez, c'est dans les sociétés industrielles, mettons-nous aussi dans ce cadre-là, que la viande, je vais prendre une image vraiment anthropologique, que la viande est quelque chose qu'on trouve tout le temps. C'est-à-dire quand on fait nos menus, nous les dames, on met lundi viande de bœuf, mercredi poulet. C'était pas comme ça dans les sociétés traditionnelles. Donc lorsqu'on voulait tromper un enfant, quand les aînés voulaient tromper un enfant en lui donnant l'impression qu'on lui a donné de la viande, vous savez ce qu'on faisait? Non du tout. On pouvait prendre, moi dans l'Ombam par exemple, on pouvait prendre le taro, on enlève la peau, on plonge dans une sauce huileuse et l'enfant se met à sucer cette peau de taro et il a l'illusion qu'on... Il est convaincu qu'il mange de la viande. On lui a donné de la viande. Et quand c'était pas ça, on pouvait prendre un morceau de champignon séché, on plonge dans une sauce et l'enfant avait l'illusion. Et je pense que c'est avec cette image qu'on peut faire le bilan de... Parce que c'est peut-être un bilan, vous m'appelez un bilan, qu'on peut faire le bilan de ces libertés. J'aimerais d'abord réaffirmer ce que j'ai voulu dire au début de mon propos. Les libertés que j'ai appelées les grandes libertés ne valent rien si les petites libertés ne sont pas encadrées. Voilà mon collègue qui vient de vous parler de l'université. Je suis bien syndicaliste. Ah, j'ai dit sur vos plateaux que je n'avais pas de bureau. Ah, maintenant on a des bureaux. Voyez ? Le monsieur qui est à 1 centimètre de la clôture d'une université, j'insiste sur le mot université,
Il prend les amplificateurs, il les met sur la chaussée. Il met le volume à partir de 7 heures et il y a un poste de police à 2 pas. Mais nous, on peut lancer un mouvement de grève. Vous pensez qu'au fond, si ce n'est pas que dans un pays, le pays n'appartient à personne, donc il faut faire quelque chose. Il faut quand même qu'on se meuve. Vous pensez qu'au fond, votre liberté syndicale aboutit à quoi? À pas grand-chose dans un contexte comme celui-là. Voilà le bilan qu'on peut faire. C'est que, oui, il y a peut-être 30 ans, ma mère, si elle était enseignante, comme elle ne pouvait pas se constituer, entrer dans un syndicat. Mais il y a une régression au niveau des petites libertés, et je mets petite entre guillemets, parce que ce sont des libertés fondamentales. Il y a eu une régression. Le Cameroun a régressé à ce niveau-là. Et ça vide de leur contenu ce qu'on nous a donné. Pour être un peu concrète, qu'est-ce que vous mettez dans les petites libertés? Vous voyez le monsieur qui met ses amplificateurs sur la chaussée. On ne s'intéresse pas à ça quand on fait le débat politique. On parle des libertés de réunion, de manifestation, comme si on peut enjamber un tas d'ordures pour aller arrêter quelqu'un qui manifeste. C'est que cette société-là n'est pas normale. Puisque l'ordre public, c'est quoi? L'ordre public, c'est pas un concept artificiel. L'ordre public, ce n'est même pas dans nos langues maternelles, hein. Personne d'entre nous n'a dans sa langue maternelle le synonyme d'ordre public. Ceux qui ont donc mis ce mot en œuvre dans leur société, et mon collègue disait bien tout à l'heure que tout droit est contextuel, il est lié à une société. Ceux qui l'ont mis sur la base d'un socle de valeurs communes. Quel est notre socle de valeurs communes? Si vous voulez, traditionnel ou moderne, qui a consacré l'ordre public. Est-ce qu'on peut énumérer au Cameroun ce qu'on met dans l'ordre public? Si on peut énumérer ce qu'on met dans l'ordre public, on énumère. Parce que si on met par exemple la sécurité, le gars qui achète sa moto, il a la petite liberté, c'est ça que j'appelle la petite liberté. Absolument. Il peut aller acheter sa moto. Il n'intéressera jamais un homme politique, peut-être pour les impôts ou quoi qu'il peut faire entrer. Mais il n'a pas de permis de conduire. Il n'a pas de permis de conduire. Il n'a même pas la contrainte. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de liberté sans contrainte. Ce monsieur qui a acheté sa moto, il n'a pas la contrainte d'aller dans une auto-école. Il n'a pas la contrainte d'avoir un permis de conduire. Et il va en sens inverse. Sans casque. Pourtant, il y a un autre mot en dehors de la notion de contrainte. Il y a la notion de protection. Toutes les sociétés humaines, lorsqu'elles ont réfléchi aux libertés publiques, c'est parce qu'elles voulaient protéger l'individu, parfois malgré lui. Je crois que les juristes qui nous suivent peuvent être d'accord. On protège l'individu malgré lui, mais on protège la société contre les dérives de l'individu qui croit qu'il y a liberté sans contrainte. Alors, si on fait le bilan de ce que nous avons obtenu dans les années 90, en dehors de ce cadre-là, je crois qu'on a faussé le débat. Et je vous ai donné l'image. Est-ce que l'enfant qui suce la peau du taro, est-ce qu'il a vraiment un morceau de viande? Bon, mais il se réjouit de cela et croit qu'il a un morceau de viande. Donc, c'est mitigé. C'est mitigé. Maintenant, vous savez, dans notre domaine, il y a une référence quand on parle des questions de liberté publique. C'est le français Georges Bernanos qui a écrit « Les grands cimetières sous la lune ». Et il a insisté sur le fait que l'ordre dans la rue intéressait beaucoup les politiques. Et on est dans la fin des années 40. L'ordre dans la rue intéresse beaucoup les politiques. Depuis son enfance, il subit cet ordre dans la rue. Il faut un autre ordre, c'est-à-dire l'ordre qui consiste à protéger l'individu, donc à consacrer sa liberté. En vous protégeant, on consacre votre liberté et surtout à votre corps défendant, c'est vrai. Et on consacre les libertés des autres membres de la société. Merci. Donc, il y en a qui vont dire, s'ils se fondent sur les libertés politiques, visibles, frappantes, ils vont dire, on a avancé.
dans les années 90. Mais il y a une petite chose que j'aimerais rajouter, c'est que si on dit qu'on a avancé dans les années 90, on va oublier que en pleine année 90, on était déjà en pleine régression au niveau des petites libertés. Parce que dans mon enfance, je précise, j'ai grandi à Bafoussam, même si je suis du Mbam. Lorsque votre père vous envoyait acheter la bière à l'épicerie qui vendait tout, sardines, allumettes et bière, quand il était 20h30, nous courions. Nos frères, nos soeurs, nous courions parce que si vous ne courez pas, vous allez trouver que l'épicier et la boutique, comme on appelait, avaient fermé. Or, dans les années 90, l'arbitraire, c'est-à-dire le fait de faire ce qu'on veut, avait pris de l'ampleur et nous nous sommes focalisés sur ce qu'on croyait nous donner. Et là, on va revenir sur le texte même de le texte, c'est quoi, 90/055, si nous avons vraiment obtenu quelque chose. La liberté est un leurre, c'est une image, c'est une impression. J'ai entendu beaucoup de choses que je ne peux pas laisser passer. D'abord, monsieur Dakota, il faut que je vous dise... Monsieur Bakota, excusez-moi, pardonnez-moi, mais je dois quand même faire une observation. Vous avez dit tout à l'heure que dans votre village, dans le Mbam là-bas, ou alors vous avez fait observer qu'il y a un problème de légitimité parce qu'on ne puise pas dans le très fond du Cameroun pour faire les lois. Mais l'élu de votre arrondissement, mon ami Peter William Mandio, mais il vient de chez vous, il est des très fonds. Vous croyez que parce qu'il est né là-bas, il a grandi là-bas, il est venu à Douala à 19 ans ou à 20 ans, il n'est plus un homme du très fond? Monsieur Bakota, vous devez savoir une chose. La démocratie où vous voulez, les libertés se construisent. Et les lois sont faites et ne reflètent que ce que la société reproduit. Les lois sont le produit de notre société. Elles sont faites conformément à ce que nos parlementaires transportent au niveau du Parlement. Les lois ne sont pas faites par l'exécutif. Ça, c'est ce que je voulais faire observer sur ce premier point. Ensuite, relativement à l'interdiction des sous-préfets par rapport à la forêt, mais vous n'en savez rien. Un sous-préfet a un réseau d'informations que vous n'avez pas. Il a des services spécialisés qui lui donnent des informations. Vous ne les avez pas. Donc, quand il prend une décision, le minimum, c'est de la respecter. Et si vous trouvez qu'elle n'est pas conforme, il y a l'organe institué qui est le régulateur des libertés, c'est-à-dire le juge judiciaire. Vous le saisissez. Et la loi a dit qu'il a 8 jours, c'est-à-dire qu'il statue à bref délai. Il a 8 jours pour rendre sa décision. Maître, c'est une décision d'urgence. Est-ce que ce texte-là, dans la pratique, est aussi exemplaire, comme vous le dites? Ce n'est pas une question de pratique. Il y a le texte. Ouais. On ne l'invente pas. Le texte dit statut dans les 8 jours. C'est le texte qui dit. Il n'y a pas autre chose. Mais sauf si vous voulez que moi je vous dise ce que le texte ne dit pas. Parce que quand même à l'observation, on remarque depuis peut-être 1 an, je suis modeste, ou 2. Si c'est peut-être pour les libertés politiques, la plupart des partis de l'opposition ne réussissent pas à organiser des manifestations autorisées. Excusez-moi, au Cameroun d'abord il n'y a pas d'autorisation. C'est la simple déclaration. Ah oui, pardon. C'est la simple déclaration, il n'y a pas d'autorisation. Déclaration à récépissé. Donc, quand il est interdit, l'acte d'interdiction est une voie de fait. C'est la loi qui le dit, puisque le texte dit que le juge doit statuer dans un délai de 8 jours. Et pour un acte administratif qui est donc compétent au judiciaire, je parle sous le contrôle de mon ami Essomba, il le sait. Quand c'est un acte administratif, le juge judiciaire ne peut pas. S'il l'apprécie, c'est que c'est une voie de fait. Et je voudrais quand même faire observer relativement à l'université, j'ai entendu beaucoup de choses. Il faut que l'on se dise une chose au Cameroun. Les libertés n'existent et ne sont valablement exercées que s'il y a une éducation. Que si les citoyens veulent se conformer au texte. Vous avez parlé du monsieur qui achète la moto et roule en sens inverse, qui n'a pas de permis de conduire. Mais il y a un texte du Premier ministre qui est de 2008, qui prescrit l'obligation d'avoir tout ceci, c'est-à-dire le casque, une assurance, une vignette. Bref, il y a une série de dispositions qui ont été prescrites par le texte. Appliqué? Mais quand vous demandez, excusez-moi, quand vous demandez, c'est pas appliqué. Quand le gars qui achète la moto sait qu'il y a la loi, doit-on le suivre pour qu'il se mette conformément à ce que les textes ont prévu? C'est un problème de citoyenneté, d'éducation. Si c'est le gars, on peut comprendre. Mais si c'est des gars, si c'est tout le monde, ça interpelle peut-être l'autorité aussi à ce moment-là. Mais ils sont interpellés tous les jours. Vous avez déjà fait un tour vers le GMI pour voir le nombre de motos qui sont parquées là? Pas besoin, qu'on voit tout ça, on n'a pas besoin de bouger d'accord pour voir les autres qui... Oui, je dis bien... vous dites au GMI pour voir les motos qui sont interpellées tous les jours. Pour cela, c'est pour dire que le gouvernement fait sa part. C'est-à-dire que si vous voulez que l'on va dans le tout répressif,
ça ne va pas faire avancer notre société. Il faut d'abord une éducation. Et c'est ce qu'on fait tous les jours à travers les associations des motocyclistes, je pense des syndicats des motocyclistes, des gars, des propriétaires de mototaxis. Et tous les jours, il y a des réunions entre les autorités gouvernementales et les syndicats, c'est-à-dire ceux qui représentent les propriétaires de motos. Donc tout cela, c'est parce qu'on pense d'abord en amont, il faut une œuvre d'éducation avant de penser à la répression. Il faut que l'on soit un peu clair. Je veux prendre un exemple, ce qui s'est produit à l'hôpital d'Edo. Ça, je veux prendre ça pour illustrer mon propos sur l'éducation. Croyez-vous qu'on a besoin d'une décision de ministre de la Santé pour qu'une infirmière formée sache qu'elle ne doit pas être en train de faire des films de secret médical? Vous voyez que même pour des trucs basiques, et je vais même poursuivre, j'ai vu ces derniers temps des gens s'assister justement le juge d'instruction, à une procédure d'instruction, sortir de chez le juge d'instruction et appeler des médias pour dire le juge d'instruction a dit que le juge d'instruction a dit que, alors que nos textes de base nous-mêmes disent que l'avocat est tenu, ou bien la procédure d'instruction est secrète. Ce que je veux faire observer, c'est que ce n'est pas toujours au gouvernement de tout faire. Il faut un effort d'éducation d'abord à la base, que les gens se forment et que les gens respectent ce qu'ils ont reçu au titre d'enseignement. Parce que ce qui s'est produit à l'hôpital de Dedo, c'est des personnes qui ont été formées, qui sont tenues à l'obligation de secret lors de leur formation, on le leur a enseigné, et que le ministre en soit à leur rappeler une obligation qui est pourtant, à mon humble avis, basique. De même que quelqu'un vient s'installer à côté de l'université, comme on disait tantôt en face du portail, alors que le texte portant organisation des universités dit qu'il y a un périmètre minimum. Il y a un périmètre minimum dont la loi est faite. Le problème, c'est maintenant dans la compréhension de la loi ou alors dans son exécution par les citoyens qui sont les destinataires. Ce sont eux qui, je pense, doivent faire un effort sur eux-mêmes pour commencer à respecter nos lois. Parce que nous ne serons un grand pays que si nous respectons nos lois. Nous serons un grand pays que si nous respectons nos institutions. Je voudrais revenir à cette image du professeur Balana tout à l'heure, l'image de la viande et de l'enfant, à qui on fait miroiter un morceau judicieux alors qu'en réalité il s'agit d'un bon petit morceau de tarot entre 90 et aujourd'hui. Excusez-moi, je n'ai pas trop compris son allusion parce que... Vous dites justement que ce sont des illusions de liberté. Voyez-vous, lorsque l'on dit illusion de liberté, je pense que nous nous exprimons ici depuis environ 1 heure. Vous n'allez pas dire quand même que c'est une illusion. Parce qu'il y a quelques années, on ne pouvait pas le faire. Vous ne pouvez pas le contester. Convenez avec moi que ce n'est pas illusoire. Convenez quand même avec moi que lorsque le Conseil constitutionnel a rendu sa dernière décision après le contentieux électoral, enfin en matière de contentieux sur la présidentielle, ce n'est pas une illusion. C'est quand même un modèle de démocratie. J'ai reçu des appels des amis à l'étranger qui m'ont dit vraiment le Cameroun a donné une image d'une bonne démocratie. Ils en étaient très fiers. J'ai dit des Africains vivant à l'étranger. Ils m'ont appelé pour dire non, nous sommes fiers de votre pays. Parce qu'au moins, on a permis aux gens de se défouler, de dire ce qu'ils pensaient du scrutin. Et c'était en mondovision, on ne s'est pas caché. Reconnaissez que des efforts sont faits. Reconnaissez aussi que des efforts d'encadrement sont faits. Mais si vous encadrez, vous formez, même ceux qui reçoivent la formation ne veulent pas appliquer ce qu'ils ont reçu au titre de la formation. C'est là où le problème naît. Merci maître. René? Oui, j'ai tellement de précisions. La première, c'est que dit que le plus a organisé voulait organiser un meeting dans l'arrondissement de Ndiki ne fait pas de moi un originaire de Ndiki. Donc je voudrais qu'on élève d'abord cet aspect-là. L'honorable Mandio, je le connais certes, mais je ne suis pas de cet arrondissement. La deuxième chose, c'est que vous-même vous confessez ce que je disais tout à l'heure, c'est que nos lois ont créé une situation de telle sorte que c'est le sous-préfet seul, en son âme et conscience, qui apprécie de l'insécurité ou de la sécurité. Ça devrait être une décision partagée. Pourquoi est-ce que c'est à lui tout seul de dire, bon, ok, ben, il y a problème d'insécurité là où vous voulez faire votre manifestation et puis je ne peux pas l'autoriser. Parfois sans motivation. Pardon de vous interrompre 1 minute. Justement, cet acte du sous-préfet contrôlé par le juge judiciaire. Mais justement, je reviens sur la question de la légitimité. Et je suis désolé pour vous, l'Assemblée nationale, pour moi, c'est une chambre d'enregistrement.
Donc, vraiment, je suis désolé. Quand vous dites que voilà, les lois sont élues par des députés, je n'y crois absolument pas parce que j'observe au quotidien que les lois qui sont prises là-bas, c'est fait de cette institution une chambre d'enregistrement. Et lorsque je parle encore de la légitimité, je crois qu'il ne faut pas qu'on confonde la légalité et la légitimité. Mais vous-même, vous le dites, on parle des nuisances sonores. Il y a le professeur Mbara, que je connais par exemple, qui a fait des travaux là-dessus, sur la question des nuisances sonores, notamment pour l'université de Douala, qui est un cas atypique parmi les 8 autres universités d'État. Mais ces lois-là, si vous interrogez le monsieur qui vient s'installer, il n'est pas forcément au courant de tout ça. Il n'est pas forcément. Ça veut dire que cette loi, elle reste un prestige. Elle reste quelque chose de prestigieux qui n'est pas suffisamment partagé par l'ensemble des citoyens. Et ça pose donc un problème de légitimité. C'est-à-dire les gens ne se reconnaissent pas. Non seulement ils ne sont pas informés, ils ne se reconnaissent pas forcément dans ces lois. Parce que la façon dont elles ont été prises pose un sérieux problème. C'est de ça qu'il s'agit. Et le dire signifie que pour revenir peut-être à la suite de la question que vous avez posée, j'ai bien aimé l'image de Darro plongé dans la sauce pour tromper justement l'enfant. C'est effectivement ça. Mais je voudrais simplement dire au professeur que nous nous battons sur le champ politique parce que nous estimons que c'est le politique qui décide de ces questions. Pour adresser les petites libertés, il faut avoir les manettes du pouvoir. C'est à vous. Parce que je suis surpris que Maître dise qu'il faut que les gens aient dit, mais c'est l'échec de l'éducation. Qui organise l'éducation au Cameroun? Mais c'est l'État. Vous croyez que sans les individus, lorsque vous voyez des comportements ailleurs, dans des pays, dans les autres pays, même ce qui passe à la télé est organisé par l'État. On appelle ça l'éducation incidente. Il y a des façons d'organiser des programmes de telle sorte qu'on atteigne un objectif, une finalité précise de l'éducation. Mais si vous n'organisez pas cela et qu'on est dans une situation où tout avance à volo, mais évidemment on aura des comportements comme cela. On laisse faire quand ça permet au pouvoir de rester, de se perpétuer au pouvoir. C'est ce qu'il faut dire. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque ça pose un problème et que ça bouscule un tout petit peu l'aspect confort du pouvoir en place, en ce moment vous les voyez frapper. C'est pour ça que sur le plan des libertés, notamment politiques, il y a toujours des contestations, il y a toujours des problèmes, parce que le BIC est évident à refuser ou alors à réprimer. Vous me parlez du juge judiciaire, vous connaissez combien de cas dans ce sens-là? Il y en a combien? Si vous pouvez me citer un cas où vous l'avez saisi, il n'a pas rendu la décision, c'est plutôt... Je n'en connais pas. Peut-être que vous en... Mais donnez-nous des références. Non. Il ne suffit pas de faire des affirmations, M. Bakota. On est dans un pays où on n'a plus confiance aux institutions du Cameroun. Ça, c'est très grave, ce que vous venez de dire, M. Bakota. Je suis désolé, c'est pas grave. C'est très grave. Je le dis et je l'assume. Mais que nous n'avons pas confiance aux institutions de la République du Cameroun. C'est très grave. Notamment pour ce qui est des questions de la justice. Je souhaite que vous retiriez ça. Effectivement, je dis j'assume et je ne vais pas le retirer. Moi, je souhaite que vous le retirez. C'est un souhait. Oui. Député, ce qu'il faut véritablement dire, d'abord pour répondre à Maître, je voudrais lui dire que dans l'initiative des lois, il y a des projets de loi, il y a les propositions de loi. Et selon le travail pratique qui est fait à l'Assemblée nationale, seuls les projets de loi priment. Parce que lorsqu'une proposition de loi est initiée par le Parlement, si cette proposition modifie procédant à l'augmentation des charges de l'État, cette proposition de loi ne passera jamais. En réalité, donc, on définit la loi comme l'expression de la volonté gouvernementale parce que les projets de loi dominent sur les propositions de loi. Et je voudrais également dire à Maître que lorsque un acte administratif est pris, d'ailleurs lui-même il a dit tout à l'heure, ce n'est pas au juge judiciaire de le connaître, mais c'est le juge administratif. D'ailleurs, le juge le dit dans l'affaire Ngonganja que matin, la notion d'acte administratif unilatéral. Et autre chose, je voudrais préciser ceci. J'indiquais tout à l'heure que quand les autorités administratives sont saisies dans le cadre des manifestations publiques, alors si toutes les conditions prescrites par la loi sont remplies, c'est-à-dire vous indiquez le lieu de la manifestation, son objet, les raisons, les organisateurs sont identifiés et qu'ils saisissent, si c'est une manifestation publique, 7 jours avant le déclenchement de la manifestation, l'autorité compétente qui est pratiquement le sous-préfet. Si donc le dossier est complet, l'autorité administrative a donc l'obligation de
donner l'autorisation, c'est-à-dire que cette autorisation se fait par la délivrance d'un récépissé et qui traduit justement que la cérémonie a été déclarée. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que quand l'autorité est saisie et que le dossier est complet, on dit en droit qu'il est dans une compétence liée, c'est-à-dire qu'il est tenu par la loi de permettre à ce que la manifestation se tienne en donnant son autorisation. Et là, en prenant toutes les mesures nécessaires afin qu'éventuellement, pour parer à tout risque portant atteinte à l'ordre public. Maintenant, ce qu'on constate sur le terrain, c'est simplement qu'il y a un large pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'opportunité. C'est-à-dire que chaque autorité administrative, du fait tout simplement de ce que on convoque la nécessité de l'ordre public, ces autorités interdisent systématiquement les manifestations publiques. Or, il y va de la démocratie d'un État. Je vais vous dire une chose, quand on dit un État, l'article 2 de notre Constitution est clair, l'alinéa 1, le Cameroun est un État démocratique. Et sur quelle valeur nous jugeons cette ampleur démocratique? C'est d'abord sur la promotion et la protection des droits fondamentaux des citoyens. 2, sur la justice. 3, sur l'organisation des élections. Et peut-être 4, sur les envolées de gouvernance publique. Donc voilà en quoi on peut estimer qu'un État est démocratique. Donc ce qu'on va dire simplement sur les libertés publiques, c'est que au Cameroun, on a l'impression, et lui, M. Bakuta l'a dit, et ce n'est pas une impression qui se dégage, c'est simplement que les autorités de police administrative sont dans une sorte de ce que je pourrais appeler comment est-ce que je peux considérer ça, de décrispation autoritaire. C'est-à-dire, ça donne l'impression qu'il faut toujours agir dans le sens du refus, et c'est ce qui peut justifier, si il en faut encore, les différentes sorties qui, même sans être autorisées, on se rend compte que devant l'arbitraire, il y a la résistance qui émerge, et surtout devant l'intolérance naît ce qu'on appelle le juste. Le juste veut voir que devant l'intolérance, il faut réagir. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire simplement que, M. Dipita, les libertés publiques au Cameroun, pour la question que vous avez posée tout à l'heure, me semble prendre une option de reculade. Vous avez vu aujourd'hui, le Cameroun a un impressionnant arsenal juridique. Sur le plan national, on ne peut pas citer. Sur le plan national, d'abord, on a déjà la Constitution, qui est la norme fondamentale qui protège, à travers son article 65, qui a presque élevé à la dignité constitutionnelle la protection et la promotion des libertés. Vous avez également les tests, on ne va pas citer les lois, les décrets aussi de suite. On a un impressionnant arsenal juridique, les instruments juridiques internationaux. On se rappelle que le Cameroun a ratifié un certain nombre de conventions internationales, on ne peut pas les citer tous ici, mais nous avons par exemple les plus retentissantes. Nous avons la convention du 27 septembre sur le pacte, voilà, du 27 septembre de 1984, si ma mémoire ne subit aucune infidélité, sur les droits politiques et civils que le Cameroun a ratifié. Nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous avons toutes ces conventions qui vraiment permettent... J'ai entendu quelque chose là que je ne peux pas laisser passer. Non, mais... je veux préciser qu'Éric Gano fait déjà de façon ingénieuse et grand signe. On va pardon, laisse que je lui donne une minute. Oui, allez-y. Il a dit quelque chose de très grave, que lorsqu'une autorité administrative prend une décision, c'est la compétence juge administratif. C'est le principe, monsieur. Je rappelle que lorsque l'autorité administrative prend une décision et on envoie ce juge judiciaire, c'est parce qu'il y a voie de fait. C'est le cas en matière d'interdiction des libertés par le sous-préfet qui donne compétence au juge judiciaire. Je veux finir. Non, mais attends, je ne vous laisse pas finir parce que vous avez je vous prends un cas de jurisprudence pour lui montrer que ce qu'il dit est faux. Je suis en train du contentieux. Regardez, dans la voie de fait, affaire Ngaba Vitor contre Nvendogo, et que vous connaissez très bien. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ngaba Vitor est un contribuable récalcitrant qui ne paye pas ses impôts. Alors que fait le préfet? Ngaba Vitor ayant mis son cacao pour que le soleil puisse l'assécher, le préfet, donc, estimant que Ngaba Vitor était un contribuable récalcitrant, a plutôt demandé à la police de porter ce cacao. Or, le code général des impôts prévoit des procédures
dans la mise en œuvre des récalcitrants, des contribuables récalcitrants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Estimant que c'est une voie de fait, le juge administratif doit d'abord apprécier la voie de fait et permettre maintenant au juge judiciaire de se prononcer en termes de sanctions. C'est ce qui se passe. Donc il y a un partage de compétences en matière de voie de fait et d'emprise entre le juge administratif et le juge judiciaire. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que dès qu'il y a voie de fait, non, c'est pas le juge judiciaire qui se prononce en premier. Le juge administratif doit venir pour qualifier la voie de fait et permettre donc au juge judiciaire de sanctionner. Vous convenez donc avec moi, Voilà. et j'insiste dessus, que lorsque le juge judiciaire connaît d'un acte administratif, c'est une voie de fait ou une emprise irrégulière. Voilà. Dans notre cas, Ok. quand on dit en matière de liberté, vous convenez, je dis bien, vous voulez faire, et je comprends, c'est les théoriciens. Lorsque, oui, c'est normal, vous êtes dans la théorie. Je vous explique. Alors, Non, j'ai fini. Monsieur Somba, vous ne pouvez pas avoir raison, parce que vous le savez très bien que pour que le juge judiciaire connaisse un acte administratif, Alors, non il faut pas- que ce soit non pas une pour voie de trancher. fait. Vous le savez très Pas très bien. seulement une voie de fait. Ou une emprise irrégulière. Docteur Dans le Somba. cas présent, quand c'est en matière de liberté, c'est la voie de fait. Maître L'emprise, Guel, c'est en matière de non pas propriété. pour Vous le savez trancher, très mais bien. certainement Attendez, pour avoir son avis également. je vais finir, parce qu'il a dit des choses très graves. La deuxième chose, c'est que vous êtes Super plein. grave. Non, vous êtes plein. Non, vous avez dit des choses graves, monsieur Somba. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un libertinage. Ensuite, vous plaignez de ce que les autorités administratives interviennent pour réguler les libertés. Alors finalement, qu'est-ce que vous voulez? Qu'on laisse les gens se comporter en violant les lois et sans rien faire, ou alors qu'on agisse en amont comme font les autorités administratives? Donc vous allez répondre tout à l'heure. Le temps peut-être de prendre l'avis de Joseph. Juste Ok, deux une secondes. minute. Juste pour lui dire que en face des libertés de manifestation publique, on voit donc l'option autoritaire de ces autorités, des polices administratives. Or, quand il s'agit peut-être de petites libertés, comme l'autre l'a évoqué tout à l'heure, ou du moins des libertés relatives à la salubrité, à la tranquillité, on voit, comment dire, une attitude de recul des autorités administratives. Passive. Je ne peux pas parler de tolérance administrative, Alors, mais c'est une passivité qui est Donc on vous a extrêmement grave. compris. On va aller du côté de Yaoundé avec le cinquième panéliste, Joseph Léangola. Bonsoir Joseph. Bonsoir, et bonsoir aux panélistes également. Ouais, ça s'anime un peu, hein. La question de liberté. Heureusement que nous sommes libres là d'en parler. Alors, on sollicite évidemment votre contribution également pour le thème de ce soir. Essayez peut-être de nous dire déjà ce que vous entendez comme liberté, les différentes définitions. Essayez de faire également cette lecture évolutive des libertés au Cameroun pour voir si nous sommes en progression, en régression ou dans le statu quo. Alors, je pense qu'on entend par liberté publique cet ensemble de droits et de libertés individuelles et collectives qui sont garantis par les textes législatifs et donc reconnus par l'État. Une position qui rejoigne un peu la définition qui a été livrée tout à l'heure par les co-panélistes. Et donc, ces libertés publiques sont habituellement un moyen, en tout cas, de codifier, d'inscrire dans le droit positif les éléments de droits de l'homme, c'est-à-dire les droits économiques, les droits sociaux, les droits culturels, les droits politiques et les droits civiques. Et je voudrais ici rappeler que l'enjeu des libertés publiques qui sont inscrites dans la Constitution et dans les instruments internationaux ratifiés par le gouvernement du Cameroun, c'est aussi de protéger les citoyens contre l'arbitraire du pouvoir et aussi de garantir un régime où le pluralisme d'opinion, le pluralisme politique, le pluralisme religieux peut être respecté. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il y a deux attributs fondamentaux aux libertés publiques. C'est leur caractère imprescriptible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les supprimer ou les abolir avec le temps, mais c'est aussi leur inviolabilité, quel qu'en soit le contexte que le pays pourrait rencontrer, pourrait traverser, comme par exemple le contexte sécuritaire particulièrement agité que le Cameroun rencontre aujourd'hui. J'ai entendu tout à l'heure le professeur Ambroise qui signalait que les libertés publiques ne reculaient pas parce que l'arsenal législatif du pays nécessite de s'enrichir avec des lois et des instruments internationaux qui protègent les libertés publiques. Mais je dirais c'est passer à côté de l'essentiel que de porter un regard exclusivement juridico-centré sur l'analyse des libertés publiques au Cameroun, c'est mettre de côté les pratiques politiques, les pratiques administratives qui parfois s'inscrivent aux antipodes des textes de loi qui ont été adoptés par le Cameroun. Et c'est là tout le paradoxe des nouveaux régimes qu'on appelle des régimes aujourd'hui autocratiques, c'est-à-dire des régimes qui ont ce qu'on appelle des signifiants démocratiques. Au niveau de l'arsenal législatif, on constate qu'il y a un ensemble, une pléthore de lois qui garantit et protège les libertés publiques.
mais au niveau des pratiques administratives et politiques, il y a encore ces réflexes autoritaires qui perdurent. Et je pense que le Cameroun ne s'en éloigne pas beaucoup. C'est d'ailleurs pourquoi de plus en plus d'organisations internationales le placent dans cette catégorie. Maintenant, ma réflexion quant à l'évolution des libertés publiques au Cameroun, je dirais que le champ de ces libertés publiques s'est significativement rétréci depuis ces dernières années. Il y a eu un net recul dans l'exercice des libertés publiques et on a l'impression même que la lutte contre le terrorisme avec les nouveaux fronts que le Cameroun a ouverts et contre Boko Haram et contre les séparatistes anglophones ont offert au régime un prétexte pour verrouiller le système politique, pour verrouiller la vie politique en mettant en œuvre un puissant dispositif répressif qui s'appuie aujourd'hui sur l'appareil administratif et ses relais locaux, mais aussi sur la police, avec les éléments du GSO de l'ESIR, mais aussi sur l'armée et sur les tribunaux. Donc les libertés publiques sont en net recul au Cameroun et depuis 2015, déjà depuis 2014, on se souvient que le 23 décembre 2014, il y a eu une loi antiterroriste qui a été adoptée et qui représentait un véritable coup pour les activistes et les défenseurs de droits de l'homme parce qu'elle restreignait leur champ d'action qui pouvait être notamment qualifié d'actes terroristes. Et donc, il y a eu un net recul qui ne cesse d'alerter l'ensemble de l'opinion. Les autorités publiques camerounaises sont de plus en plus intolérantes vis-à-vis de la critique, mais aussi vis-à-vis du pluralisme des idées. Est-ce que vous vous souvenez que tout récemment, il y a eu quelqu'un qui souffrait de déficience mentale, qui a été enfermé à Baganté, tout simplement parce qu'il a rédigé sur un mur des propos qui justement s'en prenaient au chef de l'État. Un fou qui est connu de tout le monde et qui a été emprisonné. Donc, ça dit combien aucune personne, aucun Camerounais n'échappe aujourd'hui à ce régime de restriction. Ce qui m'intéresse, et c'est d'ailleurs pourquoi je tenais également à partager mon opinion dans le cadre de cette émission, c'est de rappeler l'impact du rétrécissement des libertés publiques sur la paix sociale et la stabilité politique au Cameroun. Oui? Oui, allez-y. Poursuivez. Oui. Donc, justement, sous ce prisme-là, je voudrais alerter sur un fait. C'est que les dérives liberticides qu'on observe de plus en plus dans l'espace public au Cameroun et qui se traduisent notamment par les interdictions des manifestations publiques, par des menaces même de dissolution de certaines formations politiques, font peser d'énormes dangers sur la paix sociale. Parce que, rappelons-nous, de la définition fondamentale d'un parti politique, au-delà de la conquête des suffrages, les partis politiques ont également pour mission de canaliser le mécontentement populaire et de lui donner une expression légitime. Donc lorsqu'on prive un parti politique du droit d'exercer cette mission, c'est bien entendu laisser les militants de ce parti politique livrés à eux-mêmes et donc leur donner d'autres options, les pousser à envisager d'autres options pour exprimer le malaise qu'ils rencontrent. Et le but des manifestations publiques aussi, c'est d'offrir un exutoire aux populations, c'est de leur permettre d'exprimer à travers des canaux autorisés le mécontentement social et le malaise politique. Seulement, les menaces de dissolution des partis politiques et ainsi que l'interdiction systématique des manifestations publiques poussent les Camerounais à la dérive, poussent les Camerounais sur la voie de la radicalité. Merci, Joseph. Et pourront... Oui, allô? Oui, je disais de terminer en 1 minute. Oui, ce que je veux rappeler en fait, c'est que le retrait progressif ou le recul progressif des libertés publiques peut déboucher sur 2 issues. Il peut s'agir des émeutes avec des soulèvements populaires complètement incontrôlables ou encore des formations des milices armées. Je voudrais convoquer ici 3 dates majeures qui nous rappellent effectivement, ou bien qui illustrent parfaitement ce que je viens de dire. En 1956, on se souvient que l'Armée nationale de libération du Cameroun s'est formée et elle représentait justement la milice politique de l'UPC après sa dissolution en 1955. En 2008, il y a eu des émeutes de la faim qui étaient complètement incontrôlables parce que les partis politiques n'avaient pas la possibilité de canaliser cette forme de mécontentement social. Et puis en 2017, on a la formation des milices armées dans les régions anglophones qui traduit notamment l'impact de l'arrestation des leaders modérés, la dissolution du consortium, la dissolution du SI. Donc lorsque les libertés publiques reculent dans le pays, eh bien c'est la paix sociale qui est menacée et c'est la stabilité du pays qui s'en trouve entravée. Merci beaucoup, Joseph Charles Ngoula. On a eu quelques petits soucis en fin de votre intervention, des soucis de com, mais je pense que le message essentiel a été dit, l'essentiel a été reçu. Ici, vraiment merci pour votre lecture, pour cette analyse assez pertinente également, qui rejoint d'ailleurs les autres analyses déjà sur le plateau, et à la prochaine sollicitation. Je vous sais toujours disponible. Merci. Alors, prof, je vais revenir avec vous, et puis évidemment dans la continuité de la lecture de Joseph Charles Ngoula.
Alors, je veux dire, évidemment, pour accepter les questions de liberté politique pour lesquelles, évidemment, tout le monde a un regard assez poussé, et vous faisiez remarquer d'ailleurs que pour les petites libertés, il manque comme une forme d'éducation, de formation du citoyen vis-à-vis de cela pour leur implémentation. Je veux dire que, en toute responsabilité, peut-on essayer de dégager les goulots d'étranglement pour voir les blocages et essayer de comprendre pourquoi est-ce que le citoyen lambda n'est pas imprégné, bon, on parle de liberté, mais de ces droits qui découlent effectivement sur les libertés, pour, suivant la législation, les revendiquer et en profiter. D'accord, merci. J'aimerais d'abord faire une petite précision. Hein. C'est qu'il ne faudrait pas que l'événementiel politique nous fasse perdre de vue les principes. Absolument. Quand on parle de liberté publique, les juristes parlent des droits fondamentaux. Mais on oublie que la notion de liberté publique implique celle de devoirs et obligations. Devoirs. Vous savez, quand je parle de contraintes, l'homme n'aime pas faire les devoirs. Hein. Donc, les devoirs et les obligations sont au cœur de la notion de liberté. Effectivement, il faut une éducation aux devoirs. Il ne faut pas seulement qu'on revendique nos droits, qu'on sache quels sont nos devoirs en tant que membres d'une communauté. C'est au cœur de la problématique des libertés publiques. Et c'est pour cela qu'on a mal jugé le texte de 1990, parce qu'on est resté dans la dimension juridique. Non, les rapports entre les gouvernants et les gouvernés ne peuvent pas s'établir sur... ne peuvent pas être déterminés par la seule règle du droit. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça. D'ailleurs, si vous faites ça, on va vous arrêter. Et c'est là où se trouvent les limites des pouvoirs africains postcoloniaux. Aimé Césaire l'avait dit. Il avait dit, quand il publiait la tragédie du roi Christophe, on est au cœur des questions du pouvoir, il avait dit que les Africains avaient cru au moment de la fin de la colonisation que c'était la fin de tout en termes de domination, etc. Mais lui, il aimerait leur dire que c'était le début de tout. Il fallait construire une nouvelle société. Et quand on vient parler souvent des affaires d'éducation sur vos plateaux, on commence à nous parler des années 90-80. On dit non, depuis les années 60, les intellectuels africains ont dit que la voie qu'on est en train de prendre là, celle d'une politique politicienne, discuter le pouvoir, accéder au pouvoir, s'y maintenir. Et non, la politique en tant que philosophie politique, vision du monde qui va former des citoyens à vivre ensemble dans une communauté. Surtout ces citoyens-là qui vivent sous le règne du traumatisme colonial. Il faut les former. Or, je suis bien d'accord avec les gens qui disent que on ne peut pas, l'État ne peut pas tout faire. Ok, mais il a son rôle régalien, c'est celui d'éduquer. Et comme il ne peut pas tout faire, il a des relais. Vous me demandez le goulot d'étranglement, il a des relais. Est-ce que vous avez essayé un jour de créer une association au Cameroun? C'est la croix et la bannière. Créer une association. Or, le mouvement associatif est un relais de l'éducation informelle. Parce que le gars qui roule sur sa moto vient de son village, il n'est plus à l'école, ni à l'école primaire, ni au lycée, ni au collège. Qu'est-ce qu'il éduque? Le relais, c'est le mouvement associatif. Or, il y a une sorte de hiatus entre un pouvoir central là-bas et le mouvement associatif. D'ailleurs, pour que vous ayez même... il y a des facilités qu'on accorde à certaines associations pour questions d'intérêt, les questions d'intérêt public. Pour que vous ayez cette affaire-là, vous ne savez même pas comment ça se passe au Cameroun pour réussir à avoir un tel statut. Alors, comment allez-vous donc éduquer dans un contexte de centralisation du pouvoir? Comment allez-vous faire pour éduquer les populations? D'où le problème de la loi de 1990. C'est qu'on ne peut pas analyser un texte, dans mon domaine à moi, on ne peut pas analyser un texte hors contexte. Oui, hors contexte. Et on est toujours en train d'analyser ce texte, stricto sensu, hors contexte. Ce texte, quand vous le mettez dans le contexte des pouvoirs
africains postcoloniaux, ce texte ne consacrait pas les libertés. Ce texte aurait pu consacrer les libertés s'il était question de mettre en branle le mouvement associatif, d'être aidé par le mouvement associatif pour pouvoir organiser la société. En fait, un cas de relais. Oui, le gouvernant, au sens strict de gouvernant, le ministre, le président de la République, je préfère commencer par lui parce que c'est la haute autorité, le ministre, le préfet. Non, ils ne peuvent pas, c'est vrai, ils ne peuvent pas. Mais pourquoi n'utilisent-ils pas les relais qui peuvent donc les aider à organiser la société? Mais parce que ce sont des pouvoirs paresseux et égoïstes. Vous voyez, oui, tout pour nous, tout pour nous. Vous n'avez qu'à faire le bilan des détournements, de tout ce qu'on a sur la voie publique. Donc, le texte de 90, quand on entre dans ce texte et qu'on le met dans son contexte, ne consacrait pas les libertés. Et dès l'entame, quand on vous dit sauf autorisation spéciale, le texte n'a que 3 pages et un format à 4. Sauf autorisation spéciale. L'autorisation spéciale de qui? Dans quel contexte? C'est calme. C'est le calme plat. Il n'y a aucun alinéa qui vous dit qui peut. Ça, c'est pour les réunions, hein, sauf autorisation spéciale. Quand vous allez un peu plus bas, on consacre nos traditions. On dit que cette loi, cet alinéa ne concerne pas tout ce qui est tradition. Donc, si je veux faire ma fête traditionnelle, je peux me mettre sur la rue et je n'aurai aucun problème. Je n'aurai pas les mêmes problèmes qu'un parti politique. Et quand vous analysez maintenant les toutefois, vous vous rendez compte que quand vous prenez le contexte de la fin des années 90, il n'était pas question de consacrer les libertés publiques. Si vous voulez, les chercheurs sont dessus. Faisons le bilan des autorisations qui ont été accordées et celles qui ont été refusées. Puisque quand on vous dit que vous pouvez faire appel au juge, mais ça c'est l'exception. Vous comprenez? C'est l'exception. Il y a dans ce texte 2 fois le mot immédiatement. Nous faisons la statistique lexicale immédiatement. Vous avez déjà eu quelle confidence que dans le cadre politique, au sens strict de politique, parti politique, vous avez eu immédiatement cette autorisation. Absolument. Vous voyez? Donc, il y a un leurre. Et même si on peut minimiser le leurre, je vous ai dit que les grandes libertés ne valent pas grand-chose quand les libertés qui sont en retrait du champ politique ne sont pas consacrées. Ça veut dire, et je ne sais pas lequel des panélistes le disait tout à l'heure, ça veut dire que on vous a dit faites ce que vous voulez. Allez parler à la télévision. Mais en tant que citoyen, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez trouver qu'à 22h, votre voisin est en train de faire le deuil de sa grand-mère. Vous allez subir cela. Vous ne pouvez pas appeler un policier chez vous pour lui dire vraiment il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. Et c'est pour ça que je vous ai demandé, l'ordre public au Cameroun renvoie à quoi quand une moto peut aller en sens inverse devant un agent de la force de l'ordre sans que cette moto qui n'a pas eu de permis, qui n'est pas passé par une auto-école, qui n'a pas eu de permis, passe devant l'officier de police, il ne va rien dire. Ça veut dire qu'il y a un non-dit. Peut-être que nous, les citoyens, nous ne savons pas. Pourquoi est-ce qu'un policier va laisser une moto qui vient à sens inverse sans l'arrêter? Il y a certainement un non-dit pour dire, essayez d'arrêter ceux qui peuvent nuire à nos intérêts. Et tout le reste... Si elle peut parler à la télévision pendant toute une journée, mais si ça ne touche pas à ce qui nous est cher, il n'y a pas de problème. Sinon, vous ne pouvez pas intégrer le paradoxe. Merci, je vais juste conclure à ce niveau. Cet étrange paradoxe entre un libertinage au plan privé et à l'arrière-plan dans les quartiers où les gens vivent des nuisances sonores, tout un ensemble de troubles, et que dès que des gens se sont mis sur la route pour manifester,
ils sont arrêtés. En réalité, Maître, c'est comme si, à l'observation du moins, de ce que je retiens un peu de la lecture du professeur Balana, l'autorité est plus frileuse quand il s'agit des libertés politiques et moins regardante lorsqu'il s'agit, je vais le dire comme ça, des autres libertés du citoyen. Je suis très embêté quand j'écoute le professeur. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qu'elle venait de dire, mais je pense qu'elle fait une lecture qui est peut-être assez théorique de la réalité camerounaise, même si je peux lui concéder quelques points sur lesquels elle pourrait avoir raison. Mais je vais quand même lui faire observer au professeur qu'en termes de relais, les associations font suffisamment de relais au Cameroun, notamment les syndicats des mototaxis. Ils participent, ces syndicats-là, tout le temps avec le gouvernement, à des séminaires de formation. Et si on leur transmet ces formations, c'est pour les relayer auprès de leurs adhérents. Ensuite, j'ai dit tout à l'heure, en parlant de ce qui s'est produit à l'hôpital de Daïdo, vous n'allez pas me dire que ces infirmières n'étaient pas formées. Vous n'allez pas me dire qu'à l'occasion de leur formation, on ne leur a pas dit que c'était interdit, qu'il fallait respecter le secret médical. J'ai évoqué, même dans des professions respectables, des gens qui assistent à des instructions et appellent les télévisions pour en parler, alors que la loi dit que c'est secret. Il y a un véritable problème si vous voulez, de l'exécution ou alors de la prise en compte de la formation dans ce que les gens font. Vous ne pouvez pas, madame, alors qu'il y a au Cameroun un ministère de la jeunesse, un ministère de l'éducation civique qui a des relais sur le plan local, au niveau départemental, au niveau des arrondissements et qui fait un travail de terrain. René fait de grands gestes. Vous ne pouvez pas dire que ce ministère ne sert à rien. Ce sont des relais de l'État, les relais de l'administration pour former. Et je dis, quand vous prenez même en termes de spécialisation, ceux qui sont même formés à titre spécial, je vous dis encore, je reprends mon même exemple à Daïdo. Est-ce que lors de la formation, on n'avait pas enseigné à ces infirmières, donc elles ont violé les lois? Vous dites qu'on n'a pas de relais, ou les relais sont insuffisants. Les relais, et puis, vous avez dit tantôt que vous vous plaignez de ce que d'un côté, on restreint les libertés, et de l'autre côté, vous plaignez de ce que c'est très libre. Moi, j'ai un problème de cohérence avec votre discours. Et puis, je veux reprendre... Je vais reprendre... Non, j'ai un problème de cohérence. Je ne pense pas que si je vous ai blessé, vous allez m'excuser. Mais je pense pour ma part qu'il y a un problème de cohérence dans ce que vous dites. Parce que vous vous plaignez d'un côté de ce qu'on empêche les gens de manifester ou alors d'exercer leur liberté, et de l'autre côté, vous plaignez de ce qu'il y a trop de liberté. Non, et puis, je vais finir. Maître, pour dire un mot quand même, elle a justement distingué les libertés politiques où elle estime qu'elles sont très répressives, elles sont très contrariées aux autres libertés. Écoutez-moi, toutes les libertés sont encadrées. Je l'ai dit très réprimées. Voilà, toutes les libertés elles sont réprimées plutôt. Dans le sens des libertés politiques. Je ne sais pas ce qu'on appelle répression. Interdire une manifestation n'est pas une répression. Et je rappelle encore que l'interdiction est considérée comme une voie de fait. Si un acte d'une autorité administrative est connu par un juge judiciaire de par la loi, ça veut dire que c'est une voie de fait. Je répète ça à l'attention de M. Pendant que j'y pense, je mets une question simple. Donc, depuis pratiquement après la présidentielle, oui, vous observez que tous les partis de l'opposition qui demandent à manifester sont systématiquement dans l'inobservation des règles de manifestation, au point où tous les sous-préfets, quel que soit le coin du pays, leur interdit de... D'abord, je vais vous faire observer qu'il y a quelque temps, le NEC du SDF s'est tenu à Yaoundé. Absolument. Je pense que c'est une réunion publique. C'est une réunion publique. Ouais. Donc elle a été autorisée. Pas une manifestation. Voilà, c'était une réunion publique. Monsieur Cabral Libi a organisé des manifestations dans l'extrême nord. Il l'a dit l'autre jour sur un plateau. Lui-même l'a dit. Monsieur Cabral Libi a organisé des manifestations à l'extrême nord. Il a dit qu'il était là-bas, il a organisé des manifestations. Il a même rendu hommage à celui qui l'a aidé à construire. Je prends des exemples pour vous dire que ne dites pas que depuis la présidentielle, rien n'a été autorisé. Encore ou bien alors, aucun meeting n'a eu lieu d'un autre parti politique. Plusieurs partis politiques. Le SDF a organisé encore ici, il y a quelques jours, sa convention régionale. C'était à Bepanda. Donc, il y a plein de partis politiques. Tout est dans les questions de thématiques. Lorsqu'un parti politique va organiser une manifestation pour s'attaquer aux institutions, il est normal que l'autorité se pose des questions. Et je rappelle encore, moi, je ne suis pas une autorité administrative. L'autorité administrative a des services spécialisés. Et ces services spécialisés lui donnent des informations que vous et moi, nous n'avons pas. Et en fonction de ces informations, cette autorité prend une décision qui est placée au Cameroun sous le contrôle du juge judiciaire. Ça veut dire
que c'est une voie de fait. On n'a pas besoin de passer par un juge administratif pour qualifier. Non. La loi dit directement que la décision d'interdiction est soumise à la prestation est susceptible de recours devant le juge, le président du tribunal de grande instance qui statue dans un délai de 8 jours. Si un texte donne compétent à une juridiction judiciaire pour connaître un acte administratif, c'est une exception. La voie de fait administrative et la voie de fait judiciaire. Okay. Mais faites très attention. Monsieur Essomba, lorsqu'une autorité administrative prend une décision, le juge judiciaire n'a pas à la regarder. Même la toucher, il ne la touche pas parce que ce n'est pas sa compétence. S'il la touche, c'est que c'est voie de fait en matière de liberté ou emprise en matière de propriété. Vous le savez. Et c'est du droit. Il faut avoir une qualification. Donc, il n'y a pas de qualification préalable dans le cas d'espèce. La loi a dit immédiatement que c'est la compétence du juge judiciaire. C'est une compétence d'attribution. On appelle ça compétence d'attribution. Je ne vais pas vous faire. Tu as évoqué une loi, moi j'ai évoqué un cas de jurisprudence. Je pense que vous. Très clair. Mais vous savez que je ne vais pas vous rappeler ce qu'on a appris en première année de droit, monsieur Essomba. La hiérarchie des règles entre la loi et la jurisprudence. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Je ne veux pas quand même qu'on va recommencer cette première année de droit. Alors, René, comment vous expliquez-vous cette. Évidemment, j'interpelle davantage le politique. Vous dites que l'autorité administrative, elle est frileuse, elle est. Ou alors, vous épousez le point de vue de Maître Tegem, qui lui estime qu'elle est pertinente dans ses décisions, souvent d'interdiction, de manifestation. Là, je voudrais qu'on interroge davantage maintenant la pratique de toute la théorie qu'on vient d'évoquer en termes de texte, d'exemples, d'images. Mais dans la pratique aujourd'hui, 2019, 29 ans pratiquement après les années 90, est-ce qu'on peut penser que chacun joue véritablement son rôle? Je veux dire qu'on indexe même d'ailleurs très peu aussi les politiques. Hein, vous qui demandez souvent, vous déposez les déclarations de manifestation là, est-ce que vous avez toujours la maîtrise de ce qu'il y a à faire, l'encadrement des militants? Est-ce qu'il y a une formation pour le suivi lors des manifestations, pour éviter les débordements, tout cela? Ben, écoutez, je voudrais d'abord faire une ou deux observations. J'observe que je crois que Maître Tegem sera un très bon enseignant parce qu'il a une compétence facile à qualifier. C'est mauvais, c'est bien, c'est si. On retrouve ça beaucoup chez les enseignants. Donc peut-être qu'il y a eu une erreur de vocation. La deuxième chose que je voudrais dire, je m'interroge finalement qui est même le théoricien véritablement sur ces questions, parce que nous on parle des faits, hein, on ne parle pas des choses aériennes, parce que entre ce qui est dit dans un texte, vous relevez, et la pratique, il y a parfois un abysse qui sépare les deux. Et ce qui fait que quand on relève des événements, ce n'est pas sur la base factuelle, on ne le dit pas comme ça, c'est sur la base d'abord des expériences, des choses vécues. Et il y a même dans cette façon de faire comme une forme d'infantilisation qui peut donner l'impression que les uns et les autres ne soient pas suffisamment informés ou renseignés, soit de ces textes-là, ou même de la façon dont il faut les appliquer. Je précise encore mon propos, je l'ai dit, depuis 90, le fondement, et là je suis d'accord avec le professeur, et moi je dis, il y a eu un biais au niveau de la transition entre le régime qu'on vivait avant 90 et celui dont on a évoqué sur les libertés publiques. Pour la simple raison que il y a eu des transfuges d'individus. Vous avez des mêmes personnes hier qui étaient des bourreaux, qui étaient des personnes qui ne voulaient rien entendre pour ce qui est de la liberté, notamment politique, et qui désormais, ce sont les mêmes personnes qui doivent accepter non seulement la différence d'opinion, le débat, et qu'on leur dise que ce qu'ils font là n'est pas bien. C'est ce qu'on a eu en 90. Et ça pose un sérieux problème. Et je voudrais rappeler que les libertés de 90 ne sont pas forcément le fait du pouvoir en place. Il ne les a pas acceptées parce qu'il le voulait. Il y avait des contraintes internationales auxquelles il fallait qu'ils... Nous nous souvenons encore de la déclaration de M. Biya où il disait « Le Cameroun, c'est le meilleur élève de la France ». Ça veut dire ce que ça veut dire avec les événements de la BOL de juin 90. Alors, la question des libertés publiques au Cameroun, honnêtement, dans la pratique, il y a beaucoup de recul. Et comme je l'ai évoqué, lorsque on parle
ce qui est appelé petite liberté, c'est-à-dire que les libertés qui sont directement dans notre quotidien, que nous rencontrons chaque jour, qui ne sont pas politiques, on s'en tape au Cameroun. Mais si vous tentez justement de pouvoir indexer des questions sur le plan des libertés politiques, vous voulez organiser une réunion, vous voulez organiser une manifestation même dans votre chambre, on viendra vous chercher. Et en ce moment-là, on sent comment il y a la veille. On sent comment il y a la traque au niveau justement de ce type de liberté. Mais en réalité, ce que nous disons, c'est que à un moment donné, et c'est tout à fait normal qu'on peut voir si vous voulez, les extrémismes qu'on observe, parce qu'aujourd'hui, on assiste plus aux extrémismes de part et d'autre, qui font en sorte qu'à un moment donné, il y a un problème dans l'interprétation même de cette loi. Parce que, normalement, pour déposer une déclaration de manifestation publique, c'est connu, la loi dit ce qu'il faut. Mais alors, effectivement, on va vous dire, tel que Maître Antel l'évoquait, il y a des services spéciaux, spécialisés, qui vont analyser et vous dire que, attention, c'est pas vrai. Monsieur Dipita, nous avons assisté à la campagne électorale. Une campagne électorale de qualité, je crois que vous-même vous l'avez dit, où les opposants ont défendu leur programme, où les opposants ont organisé des meetings où il n'y a même pas eu un seul blessé. Parce que chaque fois, on donne l'impression que quand l'opposition va se réunir, c'est qu'il y aura des casses, c'est qu'il y aura un certain nombre de choses. Il faut refuser cette théorie-là. Nous avons vu des meetings pendant l'opposition qui ont drainé même près de 100 000 personnes. Jamais on n'a même suivi que quelqu'un a eu mal à l'orteil. Pourquoi on est toujours en train de vouloir construire ce qu'il ne faut pas pour dire, ben écoutez, voilà, c'est des personnes mal intentionnées, je suis désolé. Dans l'opposition, c'est des personnes sérieuses, c'est des personnes responsables dont certains ont occupé des fonctions importantes et occupent des fonctions importantes. Il faut donc éviter cette infantilisation qui consiste à dire que si l'opposition organise une manifestation, ça veut dire qu'il y aura des casses, ça veut dire qu'il y aura ceci. Mais vous parlez du droit. Laissez qu'ils assument, plus que dans la déclaration de manifestation, on le dit bien, que si jamais il y a un problème, vous assumez. Laissez donc qu'on assume. On ne peut pas être dans une situation où systématiquement vous demandez l'autorisation, voilà, on va vous refuser, vous demandez ceci, on va vous donner. Je suis d'accord avec Maître qu'il peut avoir un débat sur l'objet. Et à ce niveau, je suis d'accord avec lui, sur l'objet. Mais ce qu'on a observé depuis des années, vous voyez, il y a des partis qui sont même fatigués aujourd'hui parce qu'ils ont tellement lutté, ils ont fini par s'assaillir parce qu'ils sont fatigués. Il faut laisser le débat se faire. Il faut laisser que les gens s'expriment. Parce que c'est par le débat d'idées, c'est par les échanges qu'on construit une société. Ce n'est pas en créant des obstructions, de la malice, parce qu'on détient à un moment donné des compétences. On va vous dire, ben écoutez, moi j'ai des informations qui font état de ce que... Comment vous discutez ces informations, même auprès du juge? Vous discutez ça comment? Quand il y a des informations qui font état de ce que ces militants vont venir avec des... Mais bien sûr, comment vous allez le faire? Ben, il y a des informations que le chef de théâtre, que vous n'avez pas, M. Bakota. Mais et puis, pour ça. Tout à l'heure, moi, je pense que vous avez dit que moi, je faisais un peu de manque de cohérence. Mais M. Bakota, quand vous venez sur le plateau et vous dites que le sommet de la BOL, et vous parlez du discours de M. le Président de la République avec François Mitterrand, meilleur élève du... Il y a un problème qui me gêne. C'est que lorsque l'on parle du sommet de la BOL, c'est 90, et le président de la République avait déjà dit en mai 90 que nous devons nous préparer à affronter une concurrence, alors que le discours sur meilleur élève, c'était en 92. Vous voyez que il y a un problème qui me gêne quand vous dites que la démocratie a été imposée par le sommet de la BOL, alors que le congrès du RDPC a eu lieu en fin mai 90 et il avait annoncé à cette occasion que vous devez vous préparer à aborder une éventuelle concurrence. Donc ce n'est pas toujours le sommet de la BOL, c'était bien après. Bon. Ce n'est pas toujours parce que vous avez peut-être entendu dire que les mêmes personnes. Je vous signale qu'avant, en 87 au Cameroun, il y a eu des élections municipales qui étaient à l'intérieur d'un même parti mais avec plusieurs listes. Donc, on a souvent vu, ne pensez pas toujours que c'est après 90 que ça a commencé. Au Cameroun, on a bien commencé à fonctionner dans un contexte un peu de liberté
un peu avant le sommet de la Bolte. Mais il y a un volet, tout à l'heure, mais je voudrais rebondir. Oui, allez-y. Je pense qu'il faut que je le fasse tout de suite. Non, allez-y. Je m'interpelle. Je pense que, je l'ai dit, j'ai fait la précision que Maître, il serait un très bon enseignant. Je crois qu'il a une facilité à qualifier des choses. Pour votre gouvernement, quand on prépare un sommet, ce n'est pas le jour où le sommet se tient que le lobbying commence. Quand le discours, la bolle, c'est juin 90. Et lorsque M. Biya déclare cela pratiquement en début juin, pendant que les Lions font des bonnes prestations à la Coupe du Monde 90 en Italie, c'est parce que justement, il a déjà des informations dans ce sens-là. Et il y a beaucoup d'écrits là-dessus qui le font, ceux qui ont écrit. Quand vous lisez Michel Banat, le processus de démocratisation en Afrique, le cas camerounais, vous lisez Pierre Ella, les dossiers noirs sur le Cameroun. Il y a tellement d'ouvrages dessus qui sont revenus sur cette chose-là et qui concordent cette façon de faire. Donc, vous pouvez vous rassurer, je ne l'ai pas suivi au quartier et je suis venu le dire ici. C'est parce qu'il y a des personnes, effectivement, qui ont vécu ces moments. Lorsqu'on parle de Biya, là, vous savez que c'est un commissaire divisionnaire qui a démissionné, qui a fait toute sa carrière dans les renseignements. Donc, c'est pour vous dire que les informations qu'il donnait, quand M. Biya le dit en 92, il a déjà effectivement mis en branle tout ce qu'il a reçu justement de la France en se taguant d'être le meilleur élève de la France. Mais l'image, c'est que ce sont ces personnes dont vous dites qui, en 90, ne pouvaient pas accepter la contradiction, n'étaient pas prêts à accepter les échanges de façon libre, qui devaient encore conduire le processus effectivement de démocratisation. Merci, vous êtes bien brillant, vous essayez. Je sais pas comment vous avez essayé, comme vous pouvez. À quel niveau, c'est bien. Mais vous m'avez qualifié aussi. À quel niveau a-t-on, si je peux le dire comme ça, manqué le coach pour justement aboutir à cette, je veux dire, à ces revendications assez récurrentes entre ceux qui demandent, notamment pour les libertés de manifester. Je veux dire qu'il est difficile de s'éloigner des libertés politiques, puisque c'est elles qui posent problème. Liberté de réunion, liberté de manifester. Et en face, l'autorité administrative qui est comme murée. Je veux dire, qu'est-ce qui peut expliquer ce distinguo dans l'attitude? Oui, Dipita, je voudrais, avant de répondre à votre question, faire quand même une remarque à l'endroit de Maître. Je crois que ça rentre un peu dans le péché bidon de tous les avocats, de toujours qualifier les enseignants d'université d'explication théorique. Il n'y a pas de théorie sans pratique, sans théorie est nulle, et théorie sans pratique est aveugle, Maître le sait. Et quand il dit, par exemple, que ce que j'ai dit est trop grave, ça veut dire que le professeur Balané et moi, à l'université, nous racontons les histoires des inepties aux étudiants. Non, pas jusque-là. Non, c'est l'image qui est reflétée. Non, moi, je crois que... Non, nous sommes dans le débat, ça n'engage pas je le suis tout le temps sur le plateau de télévision, et c'est un peu ce qui revient dans ce discours. Non, nous sommes dans le débat. Moi, je pense que quand vous nous invitez sur un plateau de télévision, on doit développer des grilles de lecture qui permettent aux téléspectateurs de suivre et de s'informer de ce que nous disons. Mais ça moi, je voudrais quand même lui faire cette remarque. Oui, justement, nous sommes courtois depuis. Vous voyez, moi, je n'ai pas dit qu'il n'est pas un avocat assermenté ou bien qu'il n'est pas talentueux. Je connais suffisamment Maître pour savoir qu'il n'était pas péjoratif. C'est pas méchant. C'est justement dans l'échange. C'est même trop grave aussi de l'autre sur un plateau de télévision. Je crois qu'ils ont tous le même credo, les avocats. Merci d'avoir dit que c'est trop grave. Moi, vous venez d'avoir dit que c'est grave. Vous dites que ce que j'ai dit est grave. Oui, c'est trop grave. Parce que voilà, c'est ce que je dis, on dit la même chose. Qui vous revient sur les plateaux, il faut faire très attention, Maître. Merci pour le conseil, je suis à votre école. Docteur, ne sont pas. Docteur, je suis humble, je peux vous dire une chose, c'est que dès que je suis à l'occasion, je peux apprendre. J'apprends. Monsieur, l'équivoque est levé. Non, monsieur Somba, je vous rassure, quand je peux apprendre, j'apprends. Mais simplement, ce que vous aviez dit, non, l'équivoque est levé. Je ne pouvais pas laisser faire. L'équivoque est levé. Je vais vous dire, pour répondre à votre question, je voudrais encore là convoquer une jurisprudence, l'affaire Obama-Temo Joseph. Qu'est-ce qui se passe? Pour justement vous répondre et lui montrer à quel point nous maîtrisons dans la pratique. Alors, Obama-Temo Joseph est un pasteur de l'église presbytérienne. Il annonce qu'on allait faire une campagne d'évangélisation dans le département du Thème. Le prophète n'est qu'au courant du fait qu'il viendra faire sa campagne d'évangélisation et naturellement, il va se soumettre au respect de la loi, c'est-à-dire faire une déclaration de manifestation publique. Alors, avant même qu'il arrive, le prophète lui interdit de séjourner et de paraître au département du Thème. Et c'est une vieille jurisprudence de 76. Donc, ça veut dire que
l'attitude des autorités de police administrative semble être la même depuis l'origine des temps jusqu'à ce jour. Parce que je l'ai indiqué tout à l'heure pour souligner que l'autorité administrative est face à deux postures. C'est pour dire quoi? Que nous sommes dans un régime conservateur? Oui, dans une sorte d'autoritarisme qui, ma foi, vise précisément même à la stabilité du pouvoir en place. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faudrait pas qu'on tourne autour du pot. Et regardez une vieille décision. Et on se rend compte que jusqu'à aujourd'hui, le comportement reste le même de la part des autorités de police administrative. Ça devient extrêmement grave. Vous avez suivi la sortie du ministre de l'administration territoriale. Vous voyez, on n'est plus dans le contexte sécuritaire extrêmement fragile, ne nous convie plus à des actes d'autoritarisme où on vous dit on va dissoudre ceci, on fera ceci. Et je voudrais vous parler d'un exemple clair. Donc, comment on a ratifié... sur la sortie des ministres, quand même, je veux dire qu'il y a quand même un certain nombre de faits qui peuvent le rendre sceptique ou préventif. Oui, nous sommes dans un contexte particulièrement qualifié de crise. Voilà. À partir de là, donc, il doit réagir. Parce que quelqu'un qui gère le nord-ouest, le sud-ouest, c'est une autorité de police. C'est une autorité avec les armes qui circulent déjà. Voilà. Peut avoir peur de deux ou trois personnes. Peut avoir peur de deux ou trois personnes qui se réunissent à Douala ou à Yaoundé. Puisqu'on a passé des décennies à dire on ne sait pas, il y a quelque chose en dessous. Toutes ces précautions. J'ai réfléchi à haute voix. Voilà. Monsieur le député, je vous ai fini. Allez-y. Le Cameroun a ratifié le pacte sur les droits civils et politiques. Et il est clairement disposé à son article 7 que il y a les traitements inhumains, on sanctionne les traitements inhumains, les arrestations arbitraires. Je voudrais vous prendre un cas que nous avons sur la table. Le professeur Maurice Kamto et ses sympathisants ont été arrêtés à Douala. Alors, qu'est-ce qui peut justifier qu'ils soient jugés à Yaoundé, capitale politique? Or, les mêmes structures juridictionnelles sont situées à Douala. Donc, cela veut dire que dans la tête du citoyen lambda, le transport de tous ces gens-là, de toutes ces personnes, du côté de Yaoundé, capitale politique, ne peut que donner une lecture politisée de toutes ces arrestations. Et c'est ce qui me semble très grave. Et je vais vous dire, pourquoi on déclare une manifestation publique? C'est simplement que les préjudices qui naissent de cette manifestation ont un caractère irréparable. Or, on a bien vu que lors de cette manifestation du 26, je ne suis pas là en défenseur pour ce Kamto, mais je rentre un peu là dans la théorie du droit parce que Maître me fait porter ma toge pour lui dire que, puisque les préjudices irréparables ne se sont pas révélés à la suite de cette manifestation publique, donc uniquement sur ce point, on peut naturellement libérer les uns et les autres parce qu'il n'y a pas eu de casse, aucune boutique n'a été défenestrée. En même temps, les motifs de poursuite sont quand même... Bon, ok, sur d'autres motifs de poursuite, je n'y reviendrai pas. Mais je dis simplement sur la marche pacifique, parce que ça s'est déroulé sur la voie publique, la théorie de la déclaration est imposée tout simplement parce que lorsque vous faites des marches, et si éventuellement il y a des risques et qu'il y a des préjudices qui naissent, on dit ces préjudices ont un caractère irréparable. C'est donc ce qui fonde la mise en œuvre de la déclaration publique. Et d'où, moi je dis, si on s'arrête exclusivement sur ce fait, je crois que le professeur Maurice Kamto et compagnie mérite d'être libéré. Je voudrais faire observer deux choses à M. Somba, parce que nous deux, nous sommes juristes, donc forcément, ça ne passe pas beaucoup. On va vous laisser parler. J'ai juste deux choses à faire observer. M. Somba, la notion d'ordre public a une valeur supérieure à toutes les autres. Pour des questions d'ordre public, une autorité administrative est parfaitement fondée à prendre une décision. Vous le savez, parce que pour que la société démocratique fonctionne, elle a besoin d'ordre et de sécurité. Première chose. Deuxième point, je faisais observer tantôt qu'on a un véritable problème chez nous. C'est que même ceux qui sont formés, qui ont reçu la formation, ont un problème à faire appliquer ou alors à appliquer à eux-mêmes ce qu'ils ont reçu comme formation. Moi, je ne vais pas, par exemple, faire ce que vous avez fait sur ce qui s'est produit pour le professeur Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que moi, j'ai appris que lorsque la justice est saisie, on ne l'influence pas, on la laisse statuer. Si vous estimez qu'un juge n'est pas compétent, il y a des procédures. Donc, moi, avocat, je ne commente pas les procédures pendantes. Ce sont les règles. Elles doivent être respectées. Ce n'est que cela qu'on demande dans notre pays. Alors, prof, avez-vous également, je reviens sur la question que j'ai posée au docteur Ambroise Luson tout à l'heure, le sentiment que l'autorité chargée de l'application de ces
de ces lois-là est frileuse? Avez-vous le sentiment qu'elle est tout le temps sur la défensive, ou elle est trop préventive, ou elle dessine tout le temps le diable sur le mur? Ben, vous me posez une question à laquelle j'ai déjà répondu. Je vous ai parlé du contexte. Je vous ai dit, s'il y a quelque chose que j'ai fait pendant toutes mes études, c'est étudier, excusez la répétition, le champ politique africain. Donc il faut faire attention à ce qu'on vous brandit. Dans le champ politique africain, on dit voilà ce qu'on vous a donné. Parfois derrière, on vous a tout retiré. Je ne vais pas me répéter. Je ne suis pas de la pensée unique. Ou quand vous n'avez pas dit que c'est vert, c'est qu'il y a un souci. Ça peut être vert, ça peut être blanc, ça peut être jaune. C'est ça le savoir, c'est ça la connaissance. Et je reprécise, je dis que on peut s'étonner de ce paradoxe qui consiste à sortir, vous avez vu comment on arrête des gens dans ce pays, un individu avec une armada de militaires, de policiers. Vous savez, pour un homme politique, pour un parti politique. Et vous ne pouvez pas téléphoner de chez vous pour dire, ça anime depuis 3 jours chez moi, on vous brandit l'éducation. Vous savez, l'éducation, c'est quoi? On parle beaucoup d'éducation, formation. C'est pas parce que vous êtes entré dans une école d'infirmière au Cameroun que vous êtes éduqué. Hein. Vous avez reçu une formation, mais vous n'avez pas d'éducation. Et le fondamental dans l'éducation, c'est les modèles. Les modèles. Et le modèle, c'est celui qui est devant. Il ne vous dit pas avancer, il dit suivez-moi. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas... La seule règle du droit ne détermine pas les rapports entre les gouvernants et les gouvernés. Une société, donc gouvernant et gouverné, par des canaux reconnus, s'assoit et dit quel est le socle commun sur lequel on se fonde. J'ai posé la question depuis, si l'ordre public ne fait que revenir, c'est quoi l'ordre public dans une société où tu peux jeter les ordures où tu veux, tu peux défaire ta braguette sur la voie publique. Il y a des textes, hein, ce n'est pas les textes qui font l'éducation. Tu peux, toi, moto-taxi, venir à sens inverse. C'est la société camerounaise concrète. Et tu peux organiser les funérailles de ton grand-père pendant 1 semaine sans rien dire aux voisins. Tant que tu n'as pas pris l'habit d'un parti politique et que tu as annoncé que tu vas marcher pour revendiquer la révision du code électoral, tu peux être en paix. Comprenez? Il n'y a pas de contradiction. Il y a une raison fondamentale, c'est que ce qui est important, la frilosité là, elle est liée à la conservation, coûte que vaille, du pouvoir. Maintenant, revenons sur l'éducation et la notion même de droit. Il n'y a droit et démocratie dans une société que si les lois s'appliquent à tout le monde. Absolument. Du plus petit au plus grand. Tout ça fait partie de l'éducation. C'est peut-être parce que nous sommes dans des sociétés modernes où on a saucissonné les choses. Je suis juriste, je suis pédagogue, je suis ceci. Tout ce que nous disons aujourd'hui se tient. La liberté publique débouche sur la morale publique. La liberté publique débouche sur le système éducatif, pas l'éducation nationale au sens de lycée, collège, non, l'éducation publique. Il y a quelqu'un, je crois, monsieur qui a parlé des médias. Ce sont des canaux pour l'éducation publique. Il suffit seulement qu'un pouvoir veuille les utiliser. La littérature, l'art, le cinéma, ce sont les canaux d'éducation publique, de formation du citoyen. Vous savez, un citoyen qui n'a pas un modèle historique, hein? Il y a un moment au Cameroun, il ne fallait même pas prononcer le nom d'un modèle historique du Cameroun. Un monsieur qui est sorti de son village, qui n'a aucun modèle historique, qu'est-ce qu'il arrête quand il veut faire quelque chose? Et les gouvernants sont là, ils restent à la dimension politicienne. Le jour où c'est, je m'excuse du mot, monstres sociaux vont être complètement incontrôlables. Parce qu'un bonhomme qui sort de son village, qui n'a pas peut-être l'instruction, il peut avoir l'éducation. À travers un ensemble de canaux, ces canaux ne fonctionnent pas. Vous m'avez bien demandé où sont les goulots d'étranglement. Les voilà. Vous avez dans une société qui n'a pas de littérature, qui n'a pas de cinéma viable, qui n'a pas un théâtre viable. Si vous partez tout à l'heure à Bonabégui, quand moi je venais à votre émission de Bonabégui, toute la voie publique était occupée par des tables, des chaises, avec des individus qui sont en train de boire.
Il n'y a pas autre chose. Il y a des pères de famille dedans, il y a un ensemble de personnes dedans. Tout cela fait partie du sujet dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Donc quand on dit éducation, on vous dit les infirmières étaient formées parce qu'elles sont allées dans un institut privé. Encore, un institut privé dont on donne les agréments comme, vous voyez, comme des bouts de pain. Vous pouvez être vendeur, vous créez une école au Cameroun. Vous comprenez? Il n'y a pas une exigence pour dire, il n'y a que tel corps de métier ou telle personne qui peut créer une école. Et on vient vous brandir, ceux qui donnent les agréments viennent vous brandir, ils disent que mais vous voyez, elles ont été formées, oui, elles ont été instruites, elles ont su comment on peut appliquer une seringue. Mais l'éducation, c'est-à-dire le respect de la communauté, la connaissance de la limite de ses droits, l'identification à des figures historiques connues, c'est cela l'éducation. C'est pour ça que vous voyez au Cameroun, quand vous dites que vous êtes littéraire, on raille. Mais les pays des autres nous payent pour aller parler à leurs petits-enfants parce qu'ils savent qu'un littéraire, c'est lui qui forme la conscience du petit enfant de l'école primaire ou à le théâtre dans nos écoles. Vous voyez que le petit garçon qui a 5 ans, qui à la fin de son école, danse coller la petite. Donc il colle sa petite camarade du cours préparatoire. Ce sont nos enfants, vous et moi. Ce qui ne se passait pas à l'époque. Parce que dans d'autres sociétés, quand c'est une école maternelle, il y a des musiques qui sont... en France, par exemple, c'est Chantal Goya que vous allez retrouver dans toutes les écoles maternelles. Chez nous, puisque le gars a sorti coller la petite, on peut mettre ça comme fête de fin d'année. Et nous, les parents, nous sommes là, nous admirons. Ça rappelle que le prophète, la même fille avait interdit. Voilà, et on a retoqué en haut. Voilà. Donc, cet enfant-là, non, il peut avoir même la licence de doctorat. Il a un problème d'éducation. Il ne connaît même pas les valeurs essentielles autour de laquelle la société est formée. Et en plus, il n'y a pas d'exemplarité. Vous savez qu'au Cameroun, quand vous êtes patron, vous convoquez une réunion à 9h, vous venez à midi. C'est ça, quand vous parlez de liberté publique, c'est ça, quand vous venez à midi, la centaine de personnes qui vous attendent là, quand vous arrivez à midi, elles n'ont pas de liberté. Donc cette réunion qui devait s'arrêter à midi, s'arrête à 15h. Voilà la pratique dont parlait un panéliste tout à l'heure. Ce n'est pas les textes qui construisent une république, ce sont les pratiques au quotidien. C'est la manière dont on présente les modèles de la société. Et vous savez bien qu'à un moment donné au Cameroun, on a érigé un certain nombre de personnes en modèle. Ça a eu un ensemble de dérives. Et du coup, celui qui est en dessous de la société se dit que je peux tout faire, je peux tout dire. Et la dernière chose, c'est qu'il n'y a pas d'éducation sans sanction. Il y a le savoir, il y a la sanction. Vous comprenez? Il y a la prévention et il y a la sanction. Donc, il faudrait peut-être qu'on s'entende bien sur l'éducation et la formation, l'éducation formelle et l'éducation non formelle. Et quelqu'un disait, on n'éduque pas dans les livres, on éduque par les actes, les gestes. Donc, le père qui arrive chez lui le soir sous, quand il dit à ses enfants, allez vous coucher, hein, c'est même le plus petit qui rit là. Parce qu'il n'a pas fait preuve d'exemplarité. Et il ne peut pas dire qu'il est éducateur dans ce contexte-là. 2 axes pour sortir. Il y aura en dernière question la thématique principale. Liberté publique a-t-il périmé? Mais avant... je souhaite. Oui, je souhaite quand même. Je vais poser la question, vous allez dans la mêlée répondre à tout cela. La question. Oui, non, ça c'est clair, mais quand vous la question à tous, c'est quels sont les risques justement en cas de dérive vis-à-vis des libertés publiques? Je commence peut-être par vous, comme ça vous allez profiter. Je veux déjà dire à madame que moi je trouve que ce qu'elle dit est parfaitement, si vous voulez, compréhensible, mais je voudrais quand même convoquer un peu les textes pour lui dire que madame, ce que vous dites est peut-être vrai, mais nous n'allons pas, le gouvernement ne va pas rentrer dans chaque famille, dire à chaque parent s'il doit rentrer sous ou pas. Il y a des textes le code de la route codifie les comportements sur la voie publique pour les motos. Et ce code de la route n'a pas une vocation abstraite et générale. Elle s'applique à tout. Il s'applique à tout le monde. En ce qui concerne, par exemple, les propriétaires, vous avez dit l'éducation, n'importe qui peut ouvrir une école. Mais on a réglementé en disant que pour être, par exemple, directeur ou être je ne sais pas moi, de l'école, il faut avoir tel niveau de formation. Non, c'est sur le terrain, vous ne pouvez pas avoir l'agrément. Et à l'école, le directeur, c'est un monsieur qui n'est pas qualifié. C'est pas possible. C'est lui qui a créé. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. Le promoteur peut ne pas être qualifié, mais le directeur de l'école
C'est-à-dire celui que vous nommez à la tête de l'école doit être qualifié. Non, le texte parle plutôt du promoteur, pas du personnel. Le promoteur, par exemple, pour ouvrir un collège d'enseignement secondaire, doit avoir au moins la licence. C'est ce qui est écrit pour un enseignement privé. Si c'est le primaire, il doit avoir au moins le bac. Il y a c'est codifié. Tout est bien codifié. Donc il n'y a pas de liberté comme on peut penser. Tout est codifié au Cameroun, tout est réglementé. Dès maintenant, j'ai dit et je le répète, ma position est celle-ci. C'est que, si vous voulez, ce n'est pas des lois que l'on peut réglementer les libertés. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Ce n'est que par des textes que l'on peut réglementer les libertés. Si par des groupes de théâtre ou par des opérations de, si vous voulez, de promotion des individus, on peut essayer de faire. Je trouve que ce sera pas construit sur du solide et du durable. Je pense que ça ne sera pas construit sur du solide et du durable. Ce qui dure, ce sont les textes. Je pense que ceux qui sont les précurseurs de la liberté, la démocratie, l'ont dit en disant que la liberté, c'est ce que les lois permettent. On ne peut pas définir la liberté autrement. Maintenant, quand les lois permettent, quand elles sont violées, il y a des sanctions. Il y a des textes qui prévoient des sanctions. Je rappelle, in fine, et je serai toujours très très strict dessus en ce qui me concerne, c'est que l'ordre public a une valeur supérieure à toutes les autres considérations. Il faut d'abord avoir de l'ordre avant d'avoir les libertés. Pour terminer, c'est le mot de la fin en conclusion. Docteur Luzon, Ambroise Luzon, liberté publique, y a-t-il péril en la demeure? Bien, je dois le dire avec insistance, comme d'ailleurs je l'ai indiqué depuis le début, que le Cameroun a un impressionnant arsenal juridique. Absolument. C'est-à-dire les textes sont là, et il n'y a pas seulement la loi, parce que tout à l'heure, quand on parlait de la liberté publique, on l'a définie comme celles qui sont reconnues et aménagées par le législateur. Et ce qu'on doit savoir, c'est que dès lors qu'un individu vit dans une société dite organisée, cet individu doit respecter les lois et règlements en vigueur. C'est simple. Et la preuve en est que nous sommes dans un système où la théorie de l'État libéral pose quand même comme principe dominant le fait que la liberté, c'est le principe et que la mesure des restrictions peut être l'exception. Et l'exception, justement, parce qu'on convoque donc les questions de nécessité du respect de l'ordre public. Et peut-être tout à l'heure, je voudrais un peu en profiter pour dire, quand on dit l'ordre public, nous avons cherché la définition dans les textes, dans les dictionnaires, on ne les a pas retrouvés, mais la doctrine a quand même eu l'occasion de se prononcer en indiquant qu'il y a ordre public. L'ordre public, c'est un ensemble de principes et des valeurs que les pouvoirs publics jugent nécessaire de faire respecter à un moment donné. En réalité, l'ordre public est un état de paix. Parce qu'en état de paix, on peut donc développer un état, et un peu comme le disait le professeur Narcisse Moué-Lekombi, que c'est quand il y a la paix qu'il y a la prospérité, et c'est quand il y a la guerre qu'il y a de la misère. Alors, ça veut dire tout simplement que le Cameroun reste donc dans une logique où on met en valeur le fait que l'autorité administrative de police a pour mission non seulement de maintenir l'ordre et la paix, de maintenir la paix, de prévenir les risques éventuels d'atteinte à l'ordre public. Et ces autorités sur le plan pratique démontrent tout simplement que on privilégie justement la posture de l'autorité autoritaire, si je peux me reprendre, c'est-à-dire de l'autorité administrative qui ne manifeste que l'autorité au détriment justement de l'autorité libérale et de l'autorité qui joue d'une tolérance administrative. Liberté publique, y a-t-il péril dans la demeure, René? Oui, ça va de soi. Il y a une grosse péril dans la demeure. Je vous fais observer que un ministre de l'administration territoriale s'est fendu d'un communiqué d'interdiction des manifestations l'autre jour. Ça montre que les sous-préfets n'ont plus rien à faire. C'est-à-dire que pour interdire des manifestations, il faut que ce soit le ministre de l'administration territoriale qui le fasse. Tout à l'heure, on évoquait le fait que les gens suivent des formations. On peut donc se demander si à l'ENAM, ce qu'on enseigne aux chefs d'État, c'est d'interdire systématiquement les manifestations comme étant un bien de formation qu'ils ont reçu. Il est évident que si nous continuons à aller dans ce sens, où on empêche aux gens de s'exprimer sur des fallacieux prétextes, on va développer des fronts
aussi nombreux comme ceux qu'on observe aujourd'hui dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Donc il faut rappeler que l'une des causes, effectivement, c'est cette dérive-là qu'on observe au niveau de l'interprétation même des lois. Merci. Voilà, donc je pense pour ma part que l'État gagnerait aujourd'hui à être beaucoup plus circonspect pour éviter l'extrémisme vers lequel le Cameroun est en train de partir. Merci. Prof, y a-t-il péril dans la demeure? Le péril n'est pas récent. Je reste dans mon argumentaire que j'ai développé depuis. Je vous dis que au moment des années 90, quand nous regardons une partie des libertés publiques, visibles, politiques, il y a des libertés directes, parce que petite même, c'est minimiser ce qu'elle représente comme problème dans la société. Ces libertés-là n'ont pas été encadrées et ont ouvert la voie à l'arbitraire. Et ce n'est pas une affaire, même quand on dit paradoxe, incohérent, non, ça se justifie par le contexte. Et le contexte, c'est celui des pouvoirs africains postcoloniaux qui ont compris, contrairement à ce que nous disait Césaire, que c'était l'indépendance, c'était le début de la jouissance, d'avoir le pouvoir, de le conserver, alors que c'était le début d'une construction d'une nation, de la définition d'un ordre public. Juste, nous partons aujourd'hui dessus. Personne ne nous a dit que l'ordre public renvoie, comme les autres, chez qui nous référons, comme des pères de nos disciplines, on dit l'ordre public, c'est la salubrité, c'est la tranquillité, c'est la sécurité. Et aujourd'hui même, ces trois choses ne suffisent plus. C'est la protection, puisqu'on a les gilets jaunes qui marchent quelque part. Donc c'est mouvant. Il faudrait que notre société sache que les libertés publiques sont aussi dynamiques, qu'on nous dise aujourd'hui, au lieu de la régression qui est constatée par les autres maintenant, quel est le socle commun qui va consacrer l'ordre public. Avant, mais deux secondes. Je ne le fais pas sûrement. Vous savez, dans la notion de l'ordre public, en dehors de la trilogie classique, on ajoute aujourd'hui le respect de la dignité humaine, et les atteintes aux bonnes mœurs, et l'ordre public économique, parce que les détournements aujourd'hui de fonds publics sont considérés comme des atteintes à l'ordre public. Merci. Péril à la demeure, je ne pense pas, mais je veux surtout insister sur une chose, et je prie sur ce point les associations, les organisations socio-professionnelles, les ONG, les journalistes, les partis politiques, tous les intervenants de la société. Je dis bien tous les intervenants, j'ai dit les organisations socio-professionnelles. Donc, il faudrait que tout le monde, à son niveau, participe à l'effort de formation. Parce qu'il me semble que chez nous, le véritable problème, peut-être que je me trompe dans mon appréciation, c'est un problème de formation. Il me semble que chez nous, le véritable problème, c'est indiquer aux gens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, en rappelant ce que les textes ont prévu. Notamment, j'écoutais tout à l'heure M. Bakota se plaindre du ministre de l'AT. M. Bakota, c'est la loi. Vous avez fait un constat. Bon, vous avez fait un constat. En conclusion, messieurs. Je vais vous dire, votre constat enfin, peut-être que vous avez le droit de le faire, mais le ministre est dans son rôle. Même en Europe, le ministre de l'Intérieur interdit des manifestations et on le voit tous les jours. Merci. Il faut former dans votre parti politique. Former. Et moi, je pense qu'il vaut mieux que nous nous concentrions sur la formation pour amener les gens à comprendre qu'il faut respecter les textes. Éducation et formation. René Bakota, professeur Yvette Balana, docteur Ambroise Lison Somba, maître Georges Teghem, et puis depuis Yaoundé, Joseph Léangoula. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à ce débat. C'est vrai que l'actualité, on s'en est inspiré, mais davantage, il fallait aller au-delà pour essayer de comprendre le contexte dans lequel nous évoluons en termes de liberté. On espère que vous en avez appris et que désormais, chacun pourra en tirer les leçons positives. Merci à jeudi entretien avec, c'est à partir de 21h, nous allons recevoir le porte-parole du professeur Maurice Kamto, Olivier Bibo Dissac, qui va être notre invité donc jeudi 21h sur cette antenne. Quant à moi, je retrouve mardi prochain pour 4 sur table. La rediffusion de cette émission, c'est jeudi à 13h30 pour cette semaine. Bonsoir et à la prochaine.